Salut Christian, comment tu vas? Salut Pierre, ça va très bien, merci. Et toi, merci de m'avoir invité. Enfin, Eh c'est ta ben femme écoute, qui m'a invité du ouais, coup, mais il y a eu un petit changement de dernière minute. exactement. Oui, bah écoute, nous on te connaissait pas, on t'a découvert via les réseaux sociaux, on a trouvé ton parcours super intéressant, notamment aussi tes propos, notamment le fait qu'on se soit dit, ça y est, enfin on trouve quelqu'un qui est un peu carnivore et tout ça, mais qui est pas dogmatique et avec qui on peut discuter, on peut notamment discuter de tout ce qui est glucides, et on n'est pas complètement fermé par rapport à l'ajout de glucides. Donc nous, ce qu'on aimerait bien déjà, c'est que tu te présentes. Qui es-tu, Christian? Dis-nous tout. Alors, moi c'est Christian, j'habite en Suisse, je suis père de deux enfants, bientôt trois, marié. Je suis nutritionniste, c'est mon métier aujourd'hui, je dirais. C'était pas le cas il y a des années et des années. J'ai eu un parcours dans l'armée. J'ai fait pas mal de choses dans la vie avant de me lancer dans la nutrition. Je suis arrivé là parce que la santé, la performance m'intéressait. Je cherchais aussi une porte de sortie à un moment donné pour être plus proche de ma famille, on va dire. Et à cette époque-là, les seules formations en ligne que je trouvais dans le domaine de la santé, c'était des formations nutrition. Et finalement, ça m'a beaucoup intéressé parce que la nutrition, c'est une porte d'entrée assez global sur la santé. Tu touches un peu à je dirais, tous les systèmes de l'organisme. Ça m'a beaucoup passionné. Et puis, je dirais que j'ai ajouté pas mal de cordes à mon arc depuis. Je conseille les gens pas uniquement sur la nutrition. Je fais un peu du coaching aussi, hygiène de vie. Voilà. Je fais pas de coaching sportif, par contre, c'est quelque chose que je laisse aux autres. Mais j'intègre d'autres aspects, ouais, dans mon coaching. Ok, super. Donc ça, c'est pour le côté pro. Et sur le côté plus par rapport à la nutrition, justement, par rapport à ton approche, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment tu arrives à ces conclusions-là? Quel a été ton parcours? Bien sûr. Alors, aujourd'hui, je suis sur une approche qu'on appelle ancestrale et prométabolique, qui pour moi se complète très bien. Donc ancestrale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on revient vers une alimentation plus traditionnelle, avec des aliments que nos ancêtres rencontraient dans leur environnement. C'est pas une fin en soi, pour moi, c'est plus, disons, une porte sur le passé. C'est-à-dire que en étudiant le côté traditionnel et ancestral, on peut aussi découvrir quel type de diète ont permis aux êtres humains en fait de survivre déjà dans les différentes régions, conditions, etc. Et l'aspect prométabolique, lui, il met vraiment l'énergie au centre. C'est une approche qu'on appelle aussi bioénergétique du côté anglo-américain. J'utilise pas ce terme en France parce que le côté énergie, il peut résonner de différentes manières, hein. Il y a beaucoup de côté ésotérique sur l'énergie. Et là, l'aspect bioénergétique, dans l'aspect prométabolique, c'est vraiment l'énergie, je dirais, utile, qu'on appelle souvent l'ATP. Ça se résume pas à l'ATP, mais vraiment l'énergie dont dispose ton corps ou tes cellules pour fonctionner, finalement. Et l'approche prométabolique vise à améliorer au maximum ou à favoriser la production énergétique dans tes cellules et une balance énergétique saine. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Comment j'en suis arrivé là? Bah, j'ai fait tout un parcours, hein. Quand j'étais jeune, la nutrition, je m'en foutais un petit peu, comme beaucoup de jeunes. Je mangeais steak frites, beaucoup de pâtes avec du thon, beaucoup de... Après, moi, j'ai toujours eu beaucoup de produits animaux dans ma diète. Je suis jamais passé par une case vraiment végétarienne ou végane. Euh, Ma santé était pas trop mal, je dirais, mais je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux avec le recul. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à m'intéresser à la santé un peu plus en détail, avant même de faire une formation en nutrition, eh bien, on est vite aiguillé, tu sais, vers des trucs typiques comme enlever le gluten, enlever les produits laitiers, faire des petits jus verts et des trucs comme ça. Et ça a correspondu pour moi à une phase de descente dans ma santé et ma performance. Donc, au bout de quelques mois ou années, j'ai commencé à remettre en question un petit peu tout ça, à me poser des questions un peu plus profondes. Après, bah, je suis parti justement, je suis retourné plutôt à l'armée dans les forces spéciales suisses. J'ai fait quelques années là-bas. En parallèle, j'ai étudié la nutrition. Là, j'ai fait une formation reconnue en Suisse. Et à l'issue de cette formation, j'avais, je dirais, les bases standards de nutrition, un peu l'alimentation, tu sais.
standard qu'on a, qui est promu, je dirais, en Occident, en Ouais, particulier dans le monde riche en francophone. glucides, on va dire. Avec, Bah, une alimentation très végétale, faut quand ouais, même pas trop de viande, ouais, pas trop de produits laitiers, voilà, pas trop de blé évidemment. Au moins il y a l'aspect pas trop de produits transformés, je pense, sur lequel on est tous d'accord. Euh, et puis en fait, en faisant un travail de diplôme justement pour cette formation sur l'acide aminé glycine, de fil en aiguille, je suis arrivé sur les travaux de la fondation Weston Price qui parlait beaucoup du collagène, du bouillon d'os et ce genre de choses. Ça m'a ouvert en fait à tout ce côté ancestral, traditionnel qui résonnait en moi. Ça m'a beaucoup intéressé, les travaux du docteur Weston Price. Et puis, de là, au fil du temps, j'ai intégré d'autres notions. J'ai fait un virage ensuite vers une diète dite animal-based, donc avec beaucoup de produits animaux, une diète assez protéique, euh, low carb. Cette diète m'a amené certains bénéfices, clairement, c'est-à-dire que j'ai eu longtemps, quand j'étais militaire, des troubles articulaires, inflammatoires chroniques dans les épaules, les coudes, notamment aussi au talon, qui venaient, qui repartaient sans vraiment de raison. Donc c'était assez handicapant dans un métier comme ça. Disons que t'es rarement au top de ta forme. Dès que tu veux t'entraîner un peu plus, ça coince à quelque part. Donc je devais tout le temps dealer avec ça. Et puis cette diète-là, en quelques semaines ou mois, m'a permis de complètement éradiquer en fait ces problèmes inflammatoires et de retrouver une souplesse que je me souvenais pas avoir eu dans mon bassin typiquement. Euh, Probablement grâce à l'excrétion ou à l'expulsion des dépôts d'oxalate que j'avais accumulés. Je suis peut-être particulièrement sensible à cette toxine. On pourra peut-être en parler plus tard. Et puis j'étais dans cet animal-based low carb et évidemment tu es tout proche de l'aspect carnivore, cétogène, etc. mais oui, Ça m'a beaucoup intéressé. Il y a des arguments évolutionnistes qui sont intéressants, en tout cas au premier abord. Donc j'ai creusé tout ça, j'ai vraiment creusé ça en détail, écouté énormément de contenu, lu des bouquins là-dessus, lu des études, etc. J'ai testé aussi le céto-carni. Donc j'ai été au fond des choses avec une diète céto-carni vraiment stricte pendant je pense la phase la plus totalement stricte de 2 mois, mais avec de l'animal based très carné, avec quasiment, enfin très peu de glucides par rapport au niveau d'activité que j'avais pendant plusieurs mois avant, et suivi aussi de nouveau d'un retour à l'animal based low carb pendant plusieurs mois. Et bon, j'ai décidé d'en sortir au bout d'un moment pour différentes raisons. Ça n'a pas eu les effets miraculeux ou magiques escomptés. Et ouais, puis maintenant, je suis sur une diète qui est toujours relativement proche de l'animal based, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de produits animaux, c'est-à-dire que j'acquiers le gros de mon énergie et de mes nutriments par les produits animaux, que j'accompagne de végétaux à faible toxicité, en grande partie de fruits par exemple, ou de certains légumes qui sont peu toxiques, pour une question de variété, puis parce qu'on a aussi des enfants, et puis qu'on vit dans une société où on veut pas trop les frustrer, on a une approche pragmatique où on intègre quand même quelques produits à base de grains de temps en temps, occasionnellement, qu'on va faire nous-mêmes au levain, pour en limiter la toxicité. Euh, et puis, ben, j'ai découvert toute l'approche pro-métabolique, justement. Donc, je suis passé d'une diète low carb euh, à une diète, je dirais, plus modérée dans ses macros, avec peut-être du 40-40-20 ou 45, 40-25 environ, ou 35, ouais. Grosso modo, donc 25% de prot, et puis entre 40 et 45 de glucides, et le reste de lipides. Donc une diète assez équilibrée sur le point de vue des macros. Après, je suis pas quelqu'un qui calcule beaucoup en détail pour moi-même. Je vais le faire pour mes clients, souvent quand c'est nécessaire. Et moi, j'aime bien le côté instinctif. En fait, dans l'alimentation, c'est beaucoup plus simple. Ça enlève tout un poids aussi psychologique, je trouve. Un poids que j'avais ressenti typiquement quand j'ai fait du cétocarnie. C'est la première fois de ma vie où l'alimentation commençait à prendre énormément de place dans ma tête. Pas forcément dans ma vie, parce que c'est facile à préparer, hein, on lance oui, deux c'est vrai. entrecôtes parisiennes, on met un peu de beurre Pratique, ouais. dessus. C'est très simple, mais dans ma tête, ça prenait de plus en plus de place. Dans la relation avec les autres aussi, sur les réseaux sociaux. Je veux dire, on commence vraiment à s'identifier petit à petit à une diète, de manière Identitaire, très ouais. forte, je trouve, dans ce contexte. C'est quelque chose qu'on retrouve chez les véganes aussi, j'ai l'impression. Ouais, mais je trouve que les véganes, ils sont, enfin, plus.
il y a vraiment le côté avec l'éthique où ils sont plus attachés, alors que moi, je peux plus facilement échanger avec des gens comme toi, comme mes limites ou des choses comme ça qui sont dans le keto carni. Vous êtes moins intransigeant, je trouve, en général. Alors peut-être que je me plante et je suis tombé sur les bonnes personnes, mais je trouve que, tu vois, je peux pas parler avec des véganes. Moi, je suis pas végane ou même végétarien. Tout de suite, ça se ferme, il y a du jugement ou quoi que ce soit. Il y a quand même un peu plus d'ouverture dans cette communauté. C'est Dans... vrai, bon, je penserais que l'aspect éthique du côté vegan, il est très fort chez beaucoup de véganes. Mais nous, je pense qu'il y a de tout partout. Et moi, j'ai pu Oui. discuter avec des véganes qui sont quand même un peu ouverts à la discussion. Du côté céto-carni, là aussi, il y a de tout, hein. Il y a des gens qui sont extrêmement dogmatiques, c'est-à-dire que pour eux, le moindre gramme de glucides, c'est un poison toxique qui va te caraméliser les artères, tu vas mourir rapidement. Non, mais j'exagère, hein, mais bon, c'est presque ça hein, dans certains cas. Et tu as des gens beaucoup plus posés qui se disent bon, pour moi, ça m'a amené des bénéfices, pour moi, ça semble être la bonne solution, mais qui sont quand même ouverts aussi à la discussion et puis qui vont pas prétendre que c'est forcément la diète ultime pour tout le monde dans toutes les situations. Et ça, c'est ce que je reproche parfois à certains, c'est de parce que ça a marché pour eux, que ça leur a amené un bénéfice, c'est de penser que ça va être le cas pour absolument tout le monde, sans exception. Et ça peut être dangereux, je trouve, dans les conseils qu'on donne aux gens, parce que quand on s'enferme trop dans des dogmes et qu'on veut pas en sortir, on peut tirer les gens dans un trou, des fois. Si ça marche pas pour eux, ça peut être, il peut y avoir des conséquences, hein. Moi, je reçois beaucoup de patients ou de clients qui ressortent de ce type de diète, qui Ouais. étaient très bien accompagnés, hein, par des gens sérieux chez qui ça n'a pas bien fonctionné et qui ont fait, je parle pas de 2 semaines ou 4 semaines, hein, j'ai des gens qui ont fait plus de 2 ans dans ce type de diète et avec le recul, on voit une dégradation sur à la longue, hein, sur les 2 ans, tu vois une dégradation de certains marqueurs de santé. Et il y a un moment, pour moi, il fallait peut-être réagir, mais c'est là que le dogme est dangereux parce que j'ai l'impression que ça coince, ça t'empêche de réagir. Si Bien tu t'es sûr. persuadé que c'était le truc ultime, tu te dis qu'il faut continuer tout simplement. Ouais, qu'est-ce que tu penses justement des génotypes, des différences que toi tu peux rencontrer même aussi avec tes clients? J'imagine qu'il y a des personnes pour qui ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Est-ce que tu adaptes? Est-ce que tu laisses le ressenti de la personne euh, s'exprimer? Mhm. Comment tu fonctionnes? Alors, bon, moi, j'ai pas un modèle de diète unique que je copie-colle à tout le monde, de loin pas. Même quand j'ai testé pour moi du cétocarni, c'est pas ce que je recommandais à mes clients. J'étais en phase de test, justement. J'ai pu le recommander à quelques personnes qui avaient des problèmes auto-immuns très précis, mais c'était du temporaire. Euh, donc, euh, donc je dirais que, évidemment, j'essaye d'adapter aux personnes. Les génotypes, c'est quelque chose de très intéressant, de très vaste et encore assez mal compris et mal étudié, je pense. Il y a des choses très claires, tu vois, dans les génotypes, si tu prends l'amylase salivaire, c'est assez simple. L'amylase salivaire, finalement, bon, bah, c'est un gène qui code une enzyme qui te permet de plus ou moins bien digérer les amidons. Et là, c'est presque du noir sur blanc. Je veux dire, si tu as très peu de copies, euh, tu vas mal tolérer les amidons. Et si tu en as beaucoup, tu les toléreras mieux qu'un autre. Donc là, l'alimentation sur les génotypes, je pense qu'elle est simple à mettre en place et elle est très pertinente. Puis après, il y a des gènes qui sont beaucoup plus profonds dans notre métabolisme, dans notre fonctionnement, dans notre corps, hein, comme l'ApoE par exemple, ou des choses comme ça, où à mon sens, c'est délicat de tirer des conclusions pour le moment. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des différences dans des marqueurs, on peut faire des expériences, il y a il y a certainement plein de choses à faire là derrière, mais personnellement, j'y vais un petit peu plus prudemment parce que je pense que la connaissance humaine sur tout ça, elle est encore très 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 partielle. Euh, et je pense qu'il faut se donner du temps. Mais c'est un sujet qui est très intéressant, effectivement. Et évidemment, moi, je vois des différences entre les gens. Ça dépend de tout à quel moment tu les prends déjà. C'est-à-dire que tout n'est pas irrémédiable. Il y a des gens, par exemple, qui vont très mal tolérer les pommes et les poires à un moment donné. C'est typique en sortie de cétocarnie du reste, parce que tu as une sous-régulation, enfin une sous-activation de tes transporteurs de fructose, le GLUT2 et le GLUT5 au niveau de l'intestin. Et tu as besoin d'un peu de temps où ton système il voit du fructose pour qu'il régule ces trucs à la hausse, que tu réabsorbes mieux le fructose. Et pourquoi c'est important? Parce que si le fructose n'est pas bien absorbé, il se comporte comme un FODMAP, comme quelque chose d'indigeste qui va nourrir des bactéries pathogènes dans le côlon. Et là, tu entraînes toute une cascade aux effets profondément néfastes, hein, avec une production d'endotoxines et ce genre de choses.
Donc là, effectivement, c'est là que l'individualisation de la diète, elle est très importante. Mais chez les mêmes personnes, quelques mois plus tard, tu peux avoir une tolérance absolument parfaite d'aliments comme les pommes et les poires. Puis après, tu as des gens, ils vont pas tolérer les pommes et les poires s'ils laissent la peau, par exemple, parce que tu as un édulcorant comme le sorbitol dans la peau, qui peut être problématique pour une personne, mais pas pour une autre, selon, en fait, la... Très souvent, c'est lié, en fait, au type de flore intestinale que tu as en ce moment. Et si ça change avec le temps, peut-être que tu peux tolérer ça, peut-être pas. Donc c'est pour ça que c'est important. On a souvent des idées, des grandes idées, des grandes théories. Maintenant, j'essaye d'être plus modeste avec avec mes patients et mes clients parce que il y a des choses où tu te dis, bon, c'est comme ça qu'il faut faire, ça va marcher. Et tu vois que ça coince pour eux. Donc il faut prendre du recul et finalement tester autre chose des fois. Puis tout d'un coup, tu as des gens, par exemple, qui vont mieux tolérer des aliments comme le riz, le pain au levain ou les pommes de terre que les fruits. C'est rare, mais ça existe. Mm. Et on n'a pas la marque exacte au niveau génétique, de savoir pourquoi, comment, etc. Mais ça existe. Donc tu as quelque chose qui est vrai pour 95% des gens, mais qui l'est pas pour les 5% restants. Et si tu t'enfermes dans un dogme à te dire les fruits c'est mieux que le pain, les pâtes ou le riz, et ben pour ces 5% de clients potentiels, tu vas faire des erreurs. Ouais. Maintenant, je dis aux gens, faites des essais, par exemple, bah, testez une semaine comme ça, puis une semaine, vous testez un peu plus de féculents, une semaine un peu plus de fruits, par exemple, et voyez la différence, voyez comment vous vous sentez. Ouais, ouais, ok. Nous, on a une grosse communauté de femmes qui nous suivent sur J'alimente ma santé, et puis surtout qu'on a en client. Est-ce que toi, tu vois des grosses différences et lesquelles sont-elles par rapport aux hommes et par rapport aux femmes en termes justement d'accompagnement, de comportement? Qu'est-ce que tu peux observer, toi? Bon, je dirais, il y a peut-être plus de femmes qui consultent pour des problèmes de poids. En général, elles sont plus sensibles à ça. Les hommes vont attendre beaucoup plus longtemps avant de Ouais. prendre le taureau par les cornes, j'ai l'impression. Euh, Très souvent, ce que je vois aussi, c'est que les femmes ont un passé avec beaucoup de diètes, pauvres en calories, pauvres en ci, pauvres en ça, là où les hommes seront moins sujets. Alors ça, de nouveau, hein, je veux pas trancher net, mais Ouais, ouais. si tu me demandes un petit peu la vue d'ensemble que j'ai, c'est un peu ça. Euh, les femmes ont aussi plus facilement tendance à être frileuses, à avoir un impact plus rapide sur leur thyroïde, on va dire, de certaines pratiques, hein. Tu mentionnais que tu coachais en trail ou ce genre de choses. Le recul que j'ai, c'est que le sport d'endurance chez les femmes, il est moins toléré que chez l'homme. Il peut plus facilement impacter la santé hormonale, typiquement. Et ça, il y a une logique évolutionniste là derrière, évidemment, hein. Mais je dirais que c'est un peu les grosses différences, en fait. De manière générale, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes qui consultent en nutrition. Alors après, Ouais. c'est peut-être des biais liés à ma proposition, mais c'est quand même l'impression que j'ai. Les femmes sont plus facilement soucieuses de leur santé, se posent peut-être plus de questions à ce niveau-là. Comme je disais, il y a beaucoup d'hommes, bon, ben, tant qu'il n'y a pas vraiment un gros problème, ils vont pas chercher la petite bête. Ils vont plus chercher à s'entraîner différemment, on va dire physiquement, ou ce genre de choses, avant de se poser ce type de questions. Peut-être Et aussi de que les nouveau, hommes, hormonalement, on est peut-être plus solide aussi. Tu vois, c'est plus difficile de nous perturber hormonalement. Donc, on a ce côté où, bon, je vois, les hommes, globalement, on peut jeûner, on peut sauter des repas, on peut mal manger, tu vois, ça revient assez vite, on se met un peu au sport, et voilà. Je sais que les femmes, bah, déjà, le fait qu'elles aient fait des régimes, souvent pendant des années, elles ont un métabolisme plus fragile, elles galèrent beaucoup plus, tu vois, métaboliquement parlant, hormonalement, à revenir à un poids de forme ou à juste se sentir bien. Donc peut-être que c'est pour ça qu'elles ont plus de problématiques que nous et qu'elles consultent plus, mais je te rejoins complètement hein, sur le fait il y a plus de femmes qui vont consulter, effectivement. Quand tu parles de diète, enfin d'approche pro-métabolique, tu parles de repeat? Alors, je dirais que c'est Ray Pitt qui a posé le cadre Ouais. il y a relativement longtemps. Mm, mm. Euh, Ray Pitt, c'était quelqu'un d'assez extraordinaire, hein, en tout cas dans l'approche euh, non conventionnelle qu'il avait de la santé. Il a mis le doigt très tôt sur des choses qui aujourd'hui s'avèrent correctes hein, au niveau hormonal. Un, c'est le premier qui a été, par exemple, enfin le premier. Peut-être pas le premier, mais c'est en tout cas un des premiers qui a par exemple mentionné le fait que les œstrogènes
sont une hormone finalement de stress, typiquement. Euh, Tous des aspects comme ça très intéressants. La sérotonine aussi, c'est un des premiers qui a dit attention, la sérotonine, c'est pas l'hormone du bonheur, de loin pas. Vraiment de loin pas. Ça, c'est un message que l'industrie pharma a vendu pour vendre des médicaments à ce niveau-là. Ouais. Donc, Repeat a posé le cadre. Et puis, après, il a jamais, on va dire, posé un cadre extrêmement précis au niveau nutritionnel. Euh, Ouais. Ça, c'était intéressant. C'est que lui, il a toujours dit expérimenter. Le but, c'est, on va dire, le concept de base, c'est d'avoir une bonne production énergétique, des bons niveaux d'énergie cellulaire pour pouvoir se réparer, se régénérer, se développer, affronter les stress, etc. Donc, optimiser pour ça, favoriser tout ça. Maintenant, comment vous le faites? Eh bien, cherchez. Et lui, évidemment, il a donné certains conseils à ce niveau-là. Il a de son côté aussi testé ces choses. Et puis derrière lui, il y a toute une série de personnes aussi hein, qui ont repris le flambeau parce que Repeat est décédé, je crois, il y a quelques mois ou années. Ça fait pas si longtemps, quelques mois, je crois. Et depuis, tu as des gens sur la scène anglo-américaine qui ont repris ce flambeau pro-métabolique ou bioénergétique, comme il y a Jay Feldman, Mike Fave, il y a Georgi Dinkoff, il y a les autres, je connais moins les noms. Mais pour les deux premiers, ils ont voilà, des podcasts très poussés, très intéressants que j'invite les gens à aller écouter. Ça remet en question beaucoup de croyances qu'on a encore de notre côté dans le monde francophone. Faut savoir que chez nous, on a vite tendance à avoir 10, 15, 20 ans de retard sur ce qui se passe du côté Totalement. anglo-américain. Hein, la grosse vague cétogène du côté anglo-américain, vraiment céto, c'est arrivé il y a peut-être 15 ans. Ça a commencé vraiment. Ouais. Chez nous, ça frappe depuis une année 5 ou ans, ouais. deux. Ouais, ouais. Ouais, peut-être Grand un peu max 5 plus, ans, mais où tu ouais. entends vraiment parler de ça, ouais, ouais, peut-être 3, 4, 5 ans, ouais. Et puis le carny aux États-Unis, ça a vraiment commencé il y a 5, 7 ans, hein, avec une grosse montée en puissance aussi ces derniers mois. Ouais, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. J'ai Alors que du l'impression côté qu'il y a vraiment. francophone, Ouais. ouais, J'ai l'impression qu'il du y a eu côté un switch. francophone, c'est balbutiant, ouais. Ouais, ouais, j'ai l'impression que moi je consomme beaucoup de contenu anglo-saxon aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a eu un switch en quelques années où tout le monde était un peu vegan, frugi au début, tu vois, il y a une dizaine d'années aux States. Et puis d'un coup, c'est passé à je mange de la viande. Et en fait, c'est rigolo. Moi, j'aime bien voir parce qu'ils produisent exactement le même genre de contenu, mais ils ont remplacé les fruits par de la viande, tu vois. Ouais, alors après, c'est vaste, hein, le monde Oui, bien anglo-saxon, sûr. et tu as toujours énormément de véganes, il y a des Ouais, flexitariens, il y a de tout, hein, il y a les primal diet, hein, qui mangent que du cru, enfin, il y a de tout, il y a vraiment de tout. Mais disons ils ont cette approche anglo-saxonne où ils vont au bout des choses déjà, ouais. ils mesurent et ils testent beaucoup. C'est très scientifique, je trouve, un peu, il y a ce côté un peu germanique, très scientifique. Là où dans le côté francophone, on a beaucoup tu sais, des idées, des Oui, c'est hypothèses, des clair. théories qu'on a vite tendance à prendre pour des réalités, alors que quand on creuse derrière, il n'y a pas vraiment de base solide, j'ai l'impression. Exactement. Ouais, ouais. Et ça, c'est ce que je reproche un peu au monde francophone. Et le monde francophone a été beaucoup sous l'influence voilà, des naturopathes hygiénistes pendant très longtemps. Ouais, Tu sais, il y a une grosse guerre qui a été faite aux produits laitiers, au gluten. Et c'est marrant parce que c'était la base de la diète française et même en Suisse, hein, c'est-à-dire du pain au levain et des produits laitiers. Et au moment où on a commencé à faire la guerre à ces produits, à ce moment-là, bah, la France jouissait d'une excellente santé, hein. C'était un modèle de santé dans le monde, le paradoxe français, avec beaucoup, beaucoup de produits laitiers, etc., etc. Et sous l'influence, on va dire, des hygiénistes, bah, ça s'est un petit peu renversé. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Je pense pas que les produits laitiers, typiquement, posaient autant de problèmes que ça. Ils peuvent en poser hein, chez certains, mais je pense pas que ce soit une majoritaire. Celui qui bénéficie, ou celui qui tolère bien les produits laitiers en bénéficie énormément, à mon sens. C'est une source de nutrition qui est probablement la plus supérieure, hein, et pas uniquement pour l'être humain. Il faut savoir que je lisais l'autre fois, hein, pour me changer les idées, je lis la série de livres La petite maison dans la prairie, tu sais. ouais, Il y avait cette ouais. fameuse série, mais les livres sont Le beaucoup plus livre, ouais, sérieux. C'est vraiment très intéressant. C'est une autobiographie hein, de la vie américaine ouais, ouais, autour de 1850, des pionniers américains. C'est extrêmement intéressant. Euh, et tu te rends compte qu'en fait, pour faire grossir des courges, tu sais, pour les concours de la plus grosse courge et de la plus belle et de la meilleure, ouais, ils trichent, enfin ils trichaient en guillemets en plantant des racines dans du lait de vache. ouais.
ils allaient abreuver la courge de lait et la courge se développait beaucoup plus. Elle faisait énormément de graines, elle était donc même les végétaux bénéficient des produits laitiers qu'un animal produit. C'est assez extraordinaire de penser ça en fait. Ouais, Enfin bref, c'est un aparté, hein. ouais, non, mais tu as raison, je te rejoins complètement. Moi, j'adore lire aussi des livres plus anciens. C'est bête, mais même dans les Jules Verne, hein. Tu lis tous les Jules Verne, ils parlent énormément de comment ils mangeaient, des habitudes de l'ancienne époque, ce qui nous permet de ne pas avoir les influences du monde moderne, que ce soit aussi bien sur le plan, bah, comme tu dis, des naturopathes, hygiénistes qui ont fait d'une alimentation trop végétale, les véganes et tout ça, mais aussi bien de l'alimentation industrielle. Donc il n'y a plus cette influence. Et si on veut retrouver des bases solides, c'est bien de relire qu'est-ce qui se passait avant. Et ben, qu'est-ce qu'il y avait quand quelqu'un était un peu fatigué, un peu malade, on lui donnait plein de viande. Tu vois, Mm. on le nourrissait de viande. C'est ça qui est vraiment intéressant. Il y a plein d'exemples comme ça, comme tu viens de donner là, avec les produits laitiers, etc. Et c'est vrai qu'avant, en France, on mangeait énormément comme ça. En Suisse, c'est pareil. À un moment, il y a eu ça a foutu le bordel quelque part, mais on essaye de nous détourner un petit peu de ça. Donc, Ouais. Et l'argument qui ressort souvent quand tu parles comme ça, les gens vont te dire oui, mais ils vivaient pas vieux, l'espérance de ouais. vie, elle était de 50 ans, 60 ans. Et, et quand tu vas un peu plus loin, puis que tu lis certaines études sur tout ça, notamment dans la Grèce antique, le monde romain, ou même simplement l'Angleterre mid-victorienne, comme ils disent, donc les années 1700 à 1850 en Angleterre, tu te rends compte que l'espérance de vie, si tu passais l'âge de 5 ans, l'espérance de vie était similaire à celle qu'on a aujourd'hui. Ouais, Hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait 60 ans à cette époque-là, il avait autant d'années restantes de vie potentielle que ce qu'on a ouais, aujourd'hui. complètement. La mortalité était essentiellement infantile, avec beaucoup de bébés qui mouraient dans les premières semaines déjà, et puis ensuite les infections qu'il y avait dans les premières années de vie qui décimaient malheureusement la population, sans parler évidemment des morts violentes et de tous ces aspects, Ouais, parce que à cette époque, ouais. quand tu lis justement La petite maison dans la prairie, tu te rends compte que les mecs étaient à 40 ou 50 kilomètres du premier médecin ou du premier hôpital, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Si tu te tranchais la main avec une hache ou si tu te faisais mordre par un serpent ou ce genre de choses, quand ils attrapaient un virus, il n'y avait personne pour les aider. Donc forcément, la mortalité, elle est extrêmement élevée. Et ça, c'est sans parler des progrès de chirurgie qu'on a aujourd'hui, où on arrive en fait à sauver des gens, que ce soit une maladie cardiaque ou même d'accident, ce genre de choses. On a fait des progrès énormes à ce niveau-là. Donc quand tu remets tout ça dans le contexte, tu te rends compte que passé la mortalité infantile, on vivait autant que maintenant, mais on avait beaucoup moins de moyens médicaux. Ça veut dire que la santé était meilleure, fondamentalement. Oui, oui, La bah, santé était meilleure à cette époque. Et quand tu regardes ben, dans l'époque victorienne en Angleterre, il y a une étude super intéressante là-dessus où ils décrivent qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils vivaient, etc. Euh, et ça renverse pas mal de croyances qu'on a. Ils expliquent par exemple que la viande, c'était un aliment de base à tous les repas. Et ils déjeunaient avec de la viande, même dans la petite maison dans la prairie. Au oui, déjeuner, c'était du ouais, porc cuit, c'était ou de la viande de bœuf cuite. Et là, dans l'époque victorienne, ils disent que seuls les gens les plus pauvres des grandes villes, qui avaient même pas une cuisine, qui n'avaient pas de travail, rien, ceux-là avaient de la peine à accéder à de la viande. Mais pour tous les autres, il y avait beaucoup de viande. Pour la simple et bonne raison déjà que l'élevage, c'était standard. Quasiment toutes les familles étaient des éleveurs. bien sûr. Donc ils avaient quasi tous leurs bêtes. Et souvent on entend dire les gens, oui, mais quand on discute avec nos vieux, hein, nos grands-parents, arrière-grands-parents, ils mangeaient peu de viande. Et on entend souvent ça, en tout cas dans ma région en Suisse, je pense qu'il y a un aspect régional. Mais il faut comprendre que cette époque, donc l'époque de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, en tout cas en Suisse, ça a été l'époque où il y a eu l'industrialisation, il y a eu l'exode rural. En fait, les campagnes se sont vidées ou les montagnes se sont vidées. Et ça, on le voit dans ma propre région où en fait la forêt a reprogressé sur les pâturages depuis plus de 50 ans. Et du coup, il y a eu beaucoup moins d'éleveurs et tout d'un coup, il y avait beaucoup moins de viande sur le marché. Ça a été une phase de 10, 20, 30, 40 ans où il y a eu beaucoup moins de viande sur le marché. Évidemment, là, les gens ils sont tous allés bosser à l'usine, en fait, hein, Eh ou oui, en ville. Et du coup, la viande est devenue très rare et très chère d'un seul coup. Et aujourd'hui, on a renversé la vapeur parce qu'avec les nouvelles techniques l'industrie, d'élevage, ouais. qui sont pas forcément toujours bien, on va dire, mais Oui, oui, on a réussi, avec en tout cas la mécanisation, à avoir plus de bêtes par éleveur. Et on a de nouveau de la viande sur le marché. Malheureusement, souvent, c'est pas la bonne viande, hein. C'est-à-dire qu'on a favorisé la volaille, typiquement, qui était très peu consommée il y a 100 ou 200 ans. Et là, il y a un gros problème, parce que la volaille, c'est une viande industrielle qu'on peut nourrir ou qu'on engraisse avec des huiles de graines. Et le spectre d'acide gras que tu trouves dans cette viande, il est
il est vraiment défavorable à mon sens. Hmm. Ouais. Donc justement, par rapport à ça, c'est quoi, enfin, tu penses pas finalement que c'est justement pour ça qu'il y a cet engouement autour de l'animal base, du carni, etc. Est-ce que c'est pas juste parce que les gens rebouffent de la prod, quoi, concrètement, qu'ils se sentent mieux? Parce que comme tu le dis, il y a même aujourd'hui dans les médias, où nous, avec nos clientes, on récupère parfois des clientes qui sortent de chez un diététicien. Si on fait le calcul dans les macros de combien de protéines elles mangent, elles sont même pas à 1 gramme par kilo de poids de corps. Tu vois, il y a une diabolisation incroyable de la protéine animale. Or, je ne parle pas du milieu de la musculation ou du milieu sportif, mais que ce soit dans le milieu naturo, hygiéniste, même dans le grand public, on diabolise la viande, il ne faut pas manger beaucoup de viande, attention, c'est grave, la viande va détruire la planète, etc. Donc, je te dis, nous, on a des femmes, si elles mangent 30 grammes de prot à l'indice en animal dans une journée, c'est beau. J'ai eu une cliente la dernière fois au téléphone, par jour, elle mange 2 œufs et 100 grammes de lentilles. Ouais, Cuites, hein, les lentilles. C'est pas une ouais, cliente, c'est une personne qui voulait rejoindre notre programme. Donc, tu fais le calcul, c'est incroyable. ouais. Ma question, c'est est-ce qu'au final, tous ces gens qui se sont lancés dans le Animal Baits, qui se lancent dans le carni, ils n'ont pas une espèce de Ouah, je me sens trop bien, lune de miel, ou on l'appelle comme tu veux, ou peut-être c'est pas une lune de miel, c'est que ça reste tout simplement parce qu'ils rebouffent de la barbaque. Des bonnes graisses, de la bonne protéine, ils ont tous Je les pense, acides aminés, enfin, ils ont des ouais. tryptophane. Bah, forcément, ça joue, hein. Homo sapiens, c'est un chasseur-cueilleur de base. On tourne assez bien avec une diète qui contient des produits animaux, y compris de la viande. Maintenant, je pense pas qu'il y ait besoin d'aller sur du 3 ou 4 grammes par kilo de poids de corps comme on a dans certaines Oui, diètes. C'est justement, en fait, souvent les gens vont passer dans l'autre extrême et là, c'est sûr. ça peut provoquer toute une série de problèmes, surtout, en fait, si tu compenses pas ces acides aminés musculaires qu'on trouve dans du steak, de l'entrecôte avec des acides aminés issus du collagène. Et ça, c'est un point, vraiment un point à part. Maintenant, pourquoi en fait ces diètes elles ont du succès? Bon, déjà parce qu'elles parlent à notre instinct, c'est-à-dire que typiquement l'animal based, si tu as des produits animaux et des fruits, tu manges tout ce vers quoi ton cerveau te pousse naturellement, ce Ouais. pourquoi il est programmé. Donc c'est très très satisfaisant. Maintenant, pourquoi des diètes comme le céto ou le carnivore, je dirais, attirent les gens ou en tout cas ont du succès? Bah déjà parce que tu obtiens des succès. Et ça, c'est important de le souligner. Même si, à mon sens, elles sont pas parfaites, ces diètes, pour différentes raisons, elles sont en tout cas préférables à une diète occidentale moderne. En fait, quasiment toutes les diètes sont préférables à de l'occidental Oui. standard fait de McDonald's et compagnie, tu vois. Bah oui, Donc, les peu Asiatiques. importe ce que tu fais, que tu reprends en main ta santé, que tu partes vers du flexitarien, du carni, d'animal based, peu importe, tu vas déjà en général virer les produits transformés ou les produits ultra transformés. Donc déjà là, tu gagnes sur ce tableau-là, tu gagnes énormément. Et là-dessus, quasi tout le monde est d'accord. Mis à part quelques nutritionnistes à haut tirage sur les réseaux sociaux qui, à mon avis, doivent travailler pour l'industrie Ah, agro en c'est pas commun, possible. parce que quand tu les vois, ouais, quand tu les vois vanter les mérites de certains produits industriels, tu te demandes ce qu'il y a derrière. Mais bref, là-dessus, quasi tout le monde, en tout cas tous les gens sérieux, sont d'accord. Par contre, tu as aussi un autre aspect, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gros troubles métaboliques dans la population. Ça, c'est un peu le sujet qui me tient à cœur maintenant. Et ces troubles métaboliques concernent beaucoup la capacité de nos cellules à utiliser le sucre, Ouais, le glucose de manière efficace. Pourquoi? Parce que, bon, c'est le carburant le plus efficace au niveau cellulaire, mais c'est aussi celui dont la transformation en énergie est la plus fragile. yes. Et dès lors que tu as différents problèmes, ça peut être des endotoxines, ça peut être des membranes cellulaires trop perméables, ça peut être des carences nutritionnelles, il peut y avoir plein de choses. C'est vrai. La capacité des cellules à transformer le sucre en énergie, elle est altérée. Et du coup, si tu utilises mal le sucre, il s'accumule dans le sang, il y a toute une série de problèmes. Si tu restes sur une diète qui contient beaucoup de sucre, tu peux pas produire de corps cétonique en l'occurrence, donc tu n'as pas le carburant de réserve ou de secours que sont les corps cétoniques, donc ton cerveau n'accède pas à ce carburant, donc il fonctionne mal. Et évidemment, si tu passes sur du cétogène, euh, tout d'un coup, tu as un carburant qui peut être utilisé d'une autre manière par ton cerveau notamment. Hein, c'est surtout le cerveau qui va utiliser les corps cétoniques en grande partie. Euh, et tout d'un coup, ça fonctionne mieux. Donc forcément, tu te sens bien.
Oui. psychologiquement, etc., etc. Il faut savoir que la capacité des neurones à produire de l'énergie, ça influence totalement la manière dont tu vois le monde, dont tu te sens, etc., etc. Donc forcément, les gens se sentent bien. Et je pense que dans ce contexte-là, c'est bénéfique. Est-ce que c'est la meilleure solution à long terme? Je pense pas. Je pense que c'est mieux de réparer la machine. Mais dans tous les cas, c'est bénéfique. Donc forcément, quand tu passes d'un état dépressif avec du brouillard mental et différents problèmes, tu vois, du diabète, le foie gras, etc., puis tu arrives partiellement à résoudre le problème, même totalement à ce niveau-là, tu es content et tu vantes les mérites d'une Ouais. diète comme ça, et c'est normal. Et c'est normal. Sans parler du... Alors après, si on va sur le carnivore, quand tu enlèves la plupart des toxines naturelles, des fibres, etc., si tu souffres de troubles digestifs, c'est assez miraculeux tout cas au départ, dans 90%, voire plus des cas, tu résous les problèmes digestifs, d'inflammation intestinale, SIBO, maladie de Crohn, tout ça, ça disparaît. Maintenant, à long terme, il peut y avoir différents impacts négatifs dont on pourra parler, liés à un ralentissement du métabolisme, etc. Mais en tous les cas, au début, tu obtiens des effets qui sont avérés. Et tout ça, ça participe au succès de ces diètes. Mm. Et, et c'est pour ça aussi que moi, j'utilise encore ce type de diète de manière un petit peu modifiée tout de même, où j'essaye de laisser certains glucides, dans des cas précis justement où l'intestin il est largement altéré. Parce que quand l'intestin est complètement dégradé, tu te retrouves avec des gens qui sont difficiles à coacher parce que Ouais. ils n'arrivent même plus à absorber les nutriments, donc toute la chaîne est bloquée. C'est extrêmement difficile à les faire sortir du trou, j'ai envie de dire. Donc là, de passer par des diètes un peu extrêmes temporairement, ça peut être une solution. Mais je pense pas que ce soit la meilleure solution à long terme, attention. Ouais, effectivement, ouais. C'est vrai, c'est très juste ce que tu dis. Après, Céline, elle a reçu justement une thérapeute la dernière fois qui est spécialiste dans le SIBO. Et elle disait justement, c'est marrant que tu parles de ça, elle disait justement, beaucoup de gens vont vers le carni ou ces diètes pauvres en fibres où on enlève les légumes, mais c'est parfois juste des personnes qui avaient un SIBO, tu vois, qui ne le savaient même pas, qui n'avaient pas fait le diagnostic, pas posé. Miracle, je me sens mieux. Et Mhm. donc, elle reste là-dedans parce qu'après, dès qu'elle réessaye de réintroduire des fibres ou des choses comme ça, bah, de nouveau, le SIBO se redéclenche et du coup, elle préfère rester dans ces diètes-là et peut-être être enfermée, avoir un éventail très restreint en termes d'aliments, mais au moins, elles ont pas de problématique, leur problématique ne revient pas. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, ce sera particulièrement le cas si tu ressors du carni en reprenant les mêmes travers qui t'avaient mené au SIBO, déjà. Après, si tu en ressors intelligemment, si tu as fait le travail entre deux pour modifier ta flore intestinale et puis changer, on va dire, le type de bactéries, ou en tout cas les différentes proportions de bactéries que tu as dans l'intestin, ça peut aller mieux. Le problème, c'est que si tu maintiens très longtemps un carni, euh, ton corps perd sa capacité en fait à utiliser ou à digérer certains aliments. C'est pour ça que c'est un peu ce piège où les gens sont ensuite coincés dedans. Et oui, Et pour en sortir, il faut être progressif. T'es obligé d'y aller progressivement, surtout euh, chez, chez les gens qui auront eu un impact assez fort sur leur métabolisme général. C'est-à-dire que le fait d'avoir quasiment zéro glucide dans la diète peut impacter assez négativement le métabolisme. Et là, il y a probablement des différences individuelles. Certains, visiblement, s'en sortent mieux que d'autres. Mais il y a des gens qui ont une très très grosse chute du métabolisme sur ce type de diète. Et quand ton métabolisme chute, que tes cellules n'ont pas assez d'énergie ou que ton corps n'a pas assez d'énergie, il va réguler à la baisse certaines fonctions. Et du coup, la fonction digestive, elle est impactée. Donc tu vas perdre justement une partie de ta capacité à digérer. La motilité intestinale va être plus lente, typiquement. Et ça va être problématique dès lors que tu réintroduis des aliments végétaux. Parce que là, si tu as une mauvaise motilité, tu as facilement des proliférations bactériennes dans le haut de l'intestin, hein, des bactéries qui vont remonter depuis le côlon, où elles sont censées se trouver, qui vont pouvoir remonter et se promener dans le grêle et y établir des colonies. Et ça, c'est problématique. Et effectivement, là, il y a tout un accompagnement à faire, et chaque cas est différent, en fait. c'est C'est vrai. ce qu'on voit avec le recul. Ouais, ouais, carrément. Et toi, justement, c'est quoi les facteurs limitants que tu as vus personnellement, à titre perso? Qu'est-ce qui t'a fait te dire, bah, attends, je vais peut-être remettre des glucides? Alors, bon, tu vois, je t'avais parlé hein, de l'aspect déjà psychologique où tu penses, ça commence à prendre beaucoup de place. C'est pas que tu penses à manger, c'est que ça prend beaucoup de place dans la tête. Tu veux dire que tu penses aux Je- glucides?
T'as envie de manger des Non, non, je glucides? pensais pas aux glucides. D'accord, Surtout que ok. moi, je suis quelqu'un à la base qui préfère manger salé. Je dirais, Ouais. mon, tu vois, moi, je suis plus attiré sur des fromages ou des trucs comme ça, naturellement, que Bien sur des gras aliments et tout. sucrés. Donc ça, c'est pour moi, le carni était simple à ce Ouais. niveau-là. C'est-à-dire que viande, sel, fromage ou crème, beurre, ce genre de choses, pour moi, c'était assez simple. Ça me plaisait au niveau des goûts, on va dire. Je sais que ça prenait de la place dans la tête, c'est différent. C'est que ouais, c'est vraiment difficile à exprimer. Je pensais beaucoup à l'alimentation, à tous ces aspects. Tu penses à ton prochain repas, tu commences à penser est-ce que je devrais faire 2 repas par jour, ou qu'un repas par jour, ou 3 repas par jour. Ça prend beaucoup de place à ce niveau-là. Mais ça, c'est un petit détail. Après, moi, j'ai été impacté. Bon, après, mon expérience personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Puis, je me base pas Ah, uniquement sur mon expérience, mais aussi ouais. sur C'est plein d'autres intéressant, choses. justement. Mais mon expérience perso, elle a été perturbée en pleine phase cétocarnie parce que j'ai eu un gros accident. Mon bassin a été écrasé par un tronc d'arbre. Et puis, ça a rajouté beaucoup de stress sur le système. Et moi, j'ai persisté dans le cétocarnie à ce moment-là parce que, comme on te vend ça comme la diète magique, je me suis dit, bah, je vais guérir plus vite grâce à ça. Tu vois. Et avec le recul, je pense que j'ai fortement empiété ma rapidité de guérison en restant là-dedans, pour différentes raisons. Mais ce que j'ai pu voir assez rapidement, en fait, et ça avait commencé avec l'animal-based low carb, quand j'étais à moins de 50 grammes de glucides par jour, à un moment en animal-based, alors que je bûcheronnais encore à côté, je faisais beaucoup de sport, donc j'étais probablement en cétose assez fréquente, hein. Mon sommeil s'est fait pulvériser, Ouais. mais pulvérisé. C'est-à-dire que je m'endormais très bien, ben, j'étais crevé le soir, je pouvais aller au lit tôt, mais je dormais entre 4 et 6 heures d'une Ah, ouais. traite. Ouais. Ensuite, je me réveillais, c'était plus possible de dormir. Je me réveillais en étant très alerte. Pour moi, la journée, elle avait commencé, mais c'était 1 heure ou 2 heures du matin. Ouais. Et en fin d'après-midi, bah forcément, t'es crevé. Ouais. Ouais. Donc celui qui te dit que c'est normal de dormir 3, 4, 5 heures, non, c'est vraiment pas Ouais. normal. Il y en a quelques-uns comme ça qui disent non, mais j'ai pas besoin de sommeil, c'est bon, mon carni, mon keto, il me donne plein d'énergie. Moi, Ouais, j'y bah, bien sûr, quand t'es complètement sous hormones de stress, et c'est le Ah cas, oui, tu es alerte. Donc moi, je pouvais fonctionner, hein. Je pouvais me lever à 2 heures du mat et puis oui, aller mais travailler. pas sur du long terme, Bah non, sur du long terme, il y a une dégradation de évidemment. différents aspects. Donc ça, c'était la première chose. Puis après, au niveau marqueur sanguin, j'ai des trucs qui ont commencé à poser problème. C'est que j'avais ma glycémie basale, donc le taux de sucre sanguin, qui a commencé à s'élever gentiment. Ouais. Rien de catastrophique. Moi, j'ai toujours eu une très bonne glycémie, autour de 4,5 dans les valeurs suisses. Peut-être qu'en France, ça correspond à du 80 environ. Euh, Ouais, 0,8, je veux dire. ouais, voilà. Ça a commencé à s'élever gentiment. Ça n'a jamais été à des niveaux diabétiques ou prédiabétiques. Mais j'avais cette élévation qui forcément est due aux hormones de stress, un glucagon notamment, qui Oui. engendre une production de glucose par le foie. Euh, Mon insuline, elle était relativement bonne, mais elle était meilleure quand j'avais des glucides. Et C'est-à-dire oui. qu'elle était à 4,5 en céto, carni ou low carb. Et depuis que je mets beaucoup de glucides, je suis à 3,5 par là, et ça me convient très bien. À jeun, hein, j'entends. Donc ça, c'est les premiers aspects. Puis après, il y a eu tout l'impact hormonal. Alors évidemment, le sommeil, c'est le miroir de cet impact hormonal. Mais moi, ce que j'ai eu, c'est grosso modo une perte de 50% de mes niveaux d'androgène en quelques mois. Donc une Ah, testo qui a été divisée par deux. putain, ouais. En particulier la testo libre, hein, c'est-à-dire que la testo totale, elle n'est pas descendue autant, Ouais. mais la SHBG, elle est beaucoup montée. Ok. Donc ça, c'était la première chose. La DHEA sulfate, elle a commencé, donc la forme de stockage de la DHEA, elle a commencé à se réduire et se réduire et se réduire, Ah ouais, ce qui même est ta un DHEA, problème. Ah ouais. Ma prégnénolone était indétectable, donc la prégnénolone, c'est l'hormone mère, hein, des hormones stéroïdiennes. Pour en produire, tu as besoin d'avoir de la T3 libre, qui va activer les protéines star, amener le cholestérol dans les mitochondries. Donc là, on est dans les tissus périphériques, on va dire, notamment les gonades, et tu vas transformer le cholestérol en prégnénolone, donc la mère des stéroïdes. Et puis avec cette mère des stéroïdes, hein, la maman, tu peux faire du cortisol, tu peux faire de la DHEA, etc., etc. Et derrière, tu as la testo et tout ça. Donc, il y avait un sérieux problème. J'avais le cholestérol qui montait. Alors moi, je suis pas inquiet pour le cholestérol au niveau Oui, ouais. cardiovasculaire dans ce contexte-là. Je pense pas que, enfin, ça peut être dangereux, enfin, dangereux. Ça,
il y a des corrélations avec un taux de cholestérol élevé, on pourra en parler pour d'autres raisons. C'est-à-dire que le cholestérol, il peut monter pour plein de raisons. Pour moi, quand il monte parce que tu es sur une diète comme ça, je crois Oui. pas que ce soit inquiétant au niveau cardiovasculaire en soi. Par contre, ça indique un problème métabolique. C'est-à-dire que tu as les blocs de construction, à savoir le cholestérol, mais ton corps ne produit pas les stéroïdes derrière parce que tu n'as pas l'activité thyroïdienne nécessaire. Et visiblement, moi, j'ai été impacté assez rapidement comme ça. Peut-être que d'autres le sont moins. Mais j'ai eu voilà, des taux d'hormones T3 libre, l'hormone active, l'hormone thyroïdienne active, la forme active, qui était relativement bas. Et bah, évidemment, depuis que j'ai réintroduit les carbs, que je suis passé sur une approche pro-métabolique, alors toujours avec cette base animale, animal-based, mais avec plus de glucides, euh, bah, les troubles du sommeil sont partis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si tu veux, quand tu es dans cette cétocarnie où tu dis que c'est parfait, j'ai tout essayé, hein, tu sais, du grounding, j'ai acheté un matelas que tu branches à la prise, j'ai essayé de le brancher directement à la terre, à l'extérieur. Tu essayes tous les trucs du monde. J'allais me coucher dans le gazon, je faisais de la luminothérapie, j'évitais les écrans 4 heures avant d'aller au lit. T'essayes, tu vois, d'aligner toutes les planètes. Tu as des petits gains, tu vois, tu vas te réveiller à 2h30 du mat au lieu de 2 heures, quoi. Et maintenant, j'ai plus vraiment le temps de me soucier de ça. Alors, j'ai quand même certaines règles de base, mais je suis beaucoup moins strict sur ces aspects-là. Mais maintenant, je mange des glucides et puis je dors bien, tu vois. Bah C'est ouais, aussi non, mais simple c'est que ça. clair. Mais si tu veux, ton retour, il est vraiment très intéressant parce que moi, nous, on ne te connaît pas ni quoi que ce soit, plus que ça. Et en fait, tu décris aussi bien sur le plan des analyses biologiques que sur le plan du ressenti, exactement mot pour mot, la même chose que des clientes qu'on va récupérer qui ont fait 1 ou 2 ans de keto, ou de clients et qui ont à peu près les mêmes problématiques que toi, hein, que Mais tu... ouais. Bah, j'en récupère aussi, hein. Comme je t'ai Ah dit, des oui, gens, 1 année, 2 ans, et suivis par des gens sérieux. bien sûr. Euh, et le tableau, il est fréquemment. Alors, il y en a probablement chez qui ça marche, qui restent dans ces diètes. Donc, Tant je mieux ne veux pour pas eux. non plus avoir un biais de Non, perception bien de ma sûr. position, parce que moi, je récupère les gens chez qui ça n'a pas marché, évidemment. Mais il y en a, il y en a, il y en a, il y en a relativement beaucoup. Mais le tableau typique, c'est ça, hein, c'est le sommeil altéré, des fuites d'électrolytes, donc polyurie, donc ils font que de faire pipi, ils ont besoin de prendre des tonnes de minéraux. Un LMNT marche très bien chez les cétocarnies aux États-Unis, c'est pas pour rien, ils doivent consommer des quantités énormes d'électrolytes pour Oui, compenser ce qu'ils perdent, parce qu'il n'y a plus assez d'insuline. Euh, et puis, tu as la dégradation hormonale qui est claire. Et même dans les études qui sont souvent citées dans ces communautés, tu as cette fameuse étude sur des femmes américaines qui sont cétocarnies depuis 4 ou 5 ans et qui ont certains aspects intéressants dans leur santé, hein. C'est pas vraiment pas l'idée de dire que c'est une mauvaise diète sur tous les plans ou qu'elle serait inférieure à une diète occidentale standard, hein. Je pense qu'elle est supérieure. Mais ce que tu vois, c'est une dégradation des niveaux de T3 libre chez ces femmes et certains paramètres hormonaux, typiquement féminins, progestérone, etc., qui se dégradent aussi. Donc il y a visiblement une problématique et c'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que si ton organisme ne reçoit pas de glucides exogène de glucides par l'alimentation, il considère que l'environnement il est défavorable. Et s'il considère que l'environnement est défavorable, euh, il va essayer de survivre le plus longtemps possible. Et pour ça, pour survivre plus longtemps, il faut préserver le carburant, l'énergie, etc. Donc il faut abaisser certaines fonctions qui sont pas vitales. Et ça, tu peux le provoquer avec des diètes low calories, la même chose qu'avec du low carb ou même du low fat, hein. Si tu bien fais sûr. du low fat, tu auras le même problème à l'envers. Ouais, ouais. Et low protéine aussi, de toute façon. Si tu as pas assez d'un des macros dans ta diète, tu envoies un signal comme ça à ton organisme. Et évidemment, tu peux le court-circuiter de tout plein de manières, hein, parce qu'aujourd'hui, on est en 2024, et puis il y a plein de gens célèbres sur les réseaux sociaux, tu sais, qui montrent voilà, leur réussite, et puis qui ont tout un business là-dessus. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Je veux dire, aujourd'hui, c'est très facile de couper ces signaux. Tu Bien comprends sûr. ce que je veux dire? Au niveau hormonal, tu prends certaines choses, tu peux couper les signaux. Tu prends, Évidemment. et il n'y a même pas besoin d'aller prendre de la testo, tu vois. Tu peux couper ces signaux de stress, et ensuite prétendre que ton truc fonctionne parfaitement bien. Et je dis pas que tout le monde le fait, hein. Certainement, moi, je pense qu'il y a des gens chez qui ça marche bien, mais tu n'es jamais sûr. Euh, Tu n'es jamais sûr de ce que tu vois, surtout quand une personne a fondé son business sur un dogme précis. Souvent, les gens ne peuvent plus revenir en arrière. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, il y a le côté pécunier, mais il y a aussi le côté identitaire, tu vois, où ils se sont sur le plan de l'ego approprié ça, cette image,
Et toute leur communauté, t'imagines, des fois, ils ont 100 000, 200 000, 300 000 personnes qui les suivent parce qu'ils sont carni, parce qu'ils sont keto, parce qu'ils sont vegan. Donc, ils vont tout faire, peut-être Ouais, prendre des produits pour maintenir le truc le mieux possible. Ouais, et c'est comme à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, il y avait une nana, elle s'appelait Rovana ou je sais plus quoi, qui était une influenceuse crue. Et elle s'était fait gauler sur Instagram pendant un live à manger du poisson. Et ça avait scandalisé toute la toile et tout ça. Mais en fait, elle n'en pouvait plus. Elle disait, je suis en mauvaise santé, je suis obligée de remanger des protéines animales pour soigner mon digestif. Et ouais, elle s'est fait mais dégommer, mais elle n'en pouvait plus. Donc ouais. c'est toujours intéressant de se dire où on en est. Ah, et ceux qui ont le courage, en fait, de d'admettre, pas forcément leurs erreurs, mais simplement d'évoluer, de changer de Bien sûr. position, parce qu'il y en a eu, ils se font lyncher. Donc Ouais, c'est pas évident, tu vois, quand tu as fait plusieurs années comme ça dans un environnement où, je dirais, une communauté qui est très fermée au niveau de ses croyances, tu te fais lyncher si tu sors de ça. L'exemple aux États-Unis, ça a été Paul Saladino, quand il a réintroduit les glucides, ouais, et encore maintenant, il est lynché de tout cas par le côté cétogène. Euh, c'est presque drôle en fait de voir ça. Alors pour lui, ça l'est sûrement pas, mais je pense que bon, maintenant il relativise avec tout ça, hein. Mais, mais tu vois qu'il y a vraiment, enfin les gens peuvent devenir très très émotifs sur le côté complètement. alimentaire. Et ça indique pour moi qu'il y a un problème, hein. Quand tu es Oui, autant émotif, c'est-à-dire que si tu n'es pas capable d'accepter que des gens aient d'autres idées au niveau alimentaire et d'en discuter calmement, c'est il y a un problème. C'est probablement que tu as des niveaux d'hormones de stress qui sont très hauts. oui, oui. Et voilà, il y a des gens qui sont on sent qu'ils sont à fleur de peau à ce Ouais. niveau-là. Tant que C'est, physiologiquement, ça va pas, tu vois. ouais, et bon, moi c'est quelque chose que je retrouve, tu retrouves aussi chez les véganes typiquement. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas étonnant parce que je pense que si tu te coupes euh, de catégories d'aliments pour lesquels on est câblé au niveau cérébral, que notre cerveau recherche, c'est-à-dire les produits animaux pour les véganes ou les glucides pour le céto, Bien sûr. tu es en porte-à-faux avec ton instinct profond. Ouais. Et ça, je pense que c'est difficile à vivre à long terme. Et du coup, bah, tu te mets comme ça tu te fais un bouclier et tu as cette attitude bah, de très communautaire, parce que tu vois que c'est très communautaire, le côté vegan et le côté cétocarnie, c'est très communautaire. Et c'est pas étonnant que ça le soit autant, en fait. Il y a ce point commun, je dirais. Oh, oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Comment t'es venu, alors, comment s'est passé le fait de remettre des glucides? Comment tu l'as fait sur un plan logistique? Est-ce que tu as tout remis comme ça? Est-ce que tu as t'as remis des céréales? Est-ce que tu peux aussi peut-être me parler du cycle de Rendel? Est-ce que pour toi, ça a été facile de mélanger les deux? Est-ce qu'il faut mélanger les deux? Qu'est-ce que tu remarques avec tes clients? Mhm. Alors, bah, déjà, comment je l'ai fait, puis après on pourra parler de Randall si tu veux. Euh, Moi, je suis sorti sur du carnivore glucidique. En fait, j'ai remis des choses comme du lait cru au début, tu vois. Ouais, ouais, Donc c'était des petites quantités de glucides comme ça que j'avais dans du lait cru ou des fromages frais ou ce genre de choses. Puis après j'ai mis un petit peu de miel. Donc au début c'était vraiment, je suis ressorti sur de l'animal based low carb. ouais. Donc ça s'est très bien passé. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Instantanément, l'alimentation a cessé de prendre autant de place dans ma tête. Ça a Super. été instantané. Tu penses que c'était physio? Le fait que ça te prenne autant de place? Le fait que tu remis des glucides, ça... Mais je pense qu'au fond de toi, ton cerveau, il cherche, tu vois. Ouais. Il doit chercher. C'était pas Eh oui. manifeste comme ça sur le moment. Ouais, Mais il y a un truc qui est intéressant à part ça. Quand tu es en cétocarnie depuis un moment, ou même en céto, si tu ouais, manges un yogourt nature qui contient quasi pas de glucides, tu vois, il y a peut-être 3 grammes de glucides. Je veux dire, quelqu'un comme toi et moi, maintenant, si tu manges un yogourt nature, tu sens pas le goût sucré. ouais, non, non. Quand tu es en cétocarnie, ton C'est un peu, cerveau, il est c'est un peu auto. câblé pour chercher du sucre dans son environnement à un tel point Ouais, que tu ouais, prends une cuillère de yogourt nature, tu as l'impression que tu bois un Coca-Cola, quoi. ouais, c'est Tellement vrai. c'est sucré. Ouais, ouais. Et ça indique une chose, c'est que ton cerveau, il cherche absolument des glucides. Donc, Bien sûr, ouais. il te rend ultra sensible à ce goût. Et ça va en fait pour moi, ça va vraiment contrecarrer les théories selon lesquelles, justement, une fois la cétoadaptation faite, c'est l'idéal, blablabla. Pourquoi, dans ce cas-là, ton cerveau te câble à ce point-là à détecter le goût du sucre partout, quoi? Parce que c'est C'est des un truc poisons, on de n'est pas malade. fait pour en manger, c'est pour ça.
Je rigole. Ouais. Ton cerveau, il veut te tuer, tu vois. Bah oui, non, mais c'est clair. Ton Ouais, foie aussi, ton pancréas aussi produit de ouais, l'insuline pour te tuer, tu sais pas. Il y a beaucoup de choses comme ça, hein. Le foie te veut te tuer avec le cholestérol. Enfin ouais, bref. ouais. Et ouais. Donc, j'ai réintroduit ces choses-là. Après, j'ai réintroduit des fruits petit à petit. Donc, ça s'est bien passé. Puis après, quand j'ai découvert vraiment le côté pro-métabolique, j'ai décidé de réintroduire de manière plus libérale et puis d'y aller vraiment à l'instinct. Donc, j'ai eu une Ouais. phase compensatoire où je pouvais vraiment faire Je vais te Winnie demander, l'ourson. ouais. Je pouvais me taper 200 grammes de miel par jour. J'ai eu une phase compensatoire. Ouais, ouais. Euh, mais j'ai vraiment laissé faire l'instinct. Ok. Aussi par envie d'expérience, tu vois. Je voulais voir comment ça se passait si tu laissais faire l'instinct sur des aliments naturels qu'on a rencontrés durant toute l'évolution. C'était très intéressant, en fait, parce que ça dure pas très long, cette phase compensatoire. Puis après, comme ça se stabilise. Puis j'ai des jours, j'ai un petit peu plus envie d'aliments sucrés, puis d'autres, ce sera plus des aliments gras comme du fromage ou des saucisses. Typiquement, ça c'est le cas quand tu approches de l'hiver maintenant. Ouais, c'est vrai. Euh, mais ça s'est fait naturellement, je dirais. Donc voilà pour la manière dont j'ai réintroduit. Donc, essentiellement, on va dire des glucides à faible toxicité au début, sirop d'érable, miel, fruits, jus de fruits fraîchement pressés, lait cru, je dirais majoritairement. Et puis, comme je te dis, on a des enfants en bas âge, donc de temps en temps, on fait des aliments fermentés au levain, une pâte à crêpes, une pâte à pizza, du pain ou des choses comme ça. Mais on va vraiment le faire occasionnellement et puis les préparer de la meilleure manière possible. Et ça, c'est plus pour l'aspect social, l'aspect sociétal aussi. Faut pas sous-estimer l'impact aussi pour des enfants en bas âge que ça peut avoir en fait alors qu'ils vont à l'école avec d'autres, ils vont goûter chez les autres, etc. Si tu les enfermes comme ça dans un dogme qui est à ce point, même s'il serait correct, ton dogme, tu vois, au niveau santé, il y a un moment donné, ce petit 2 ou 3% de plus que tu vas gratter parce que tu es ultra dogmatique, ça peut faire, à mon avis, des dégâts psychologiques qu'il faut pas sous-estimer chez des enfants, et même chez des adultes, hein, en l'occurrence. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire au niveau des glucides pour moi. Je pense que les féculents, ils ont leurs propres problématiques. C'est des aliments qui sont généralement plus chargés en toxines de défense. Ça va dépendre lesquels. Il y a des gens qui vont très bien tolérer le riz blanc, d'autres ce sera plutôt le blé fermenté au levain, et d'autres ce sera les pommes de terre. On a tous différents degrés. Moi, typiquement, le riz blanc qui convient bien à beaucoup de gens, je pense qu'à cause de la teneur en arsenic, même si je le nettoie, et que je le rince, que je le fais tremper pendant des heures, si je mange du riz blanc, on va dire à souper typiquement le soir, euh, je vais avoir un sommeil extrêmement agité, je vais avoir des insomnies. Ouais, Et c'est le cas depuis très longtemps. Mais je m'en suis rendu compte vraiment, parce que maintenant que je l'avais retiré complet, bah, j'ai pu identifier. C'est aussi ça l'intérêt des fois de passer par une diète d'élimination, c'est de spotter comme ça ouais, ouais, ce genre de spécificité individuelle. Donc maintenant, je me méfie du riz, en tout cas le soir, parce que je sais qu'il y a un problème pour moi. Donc je m'en méfie aussi de manière générale. Par contre, le blé fermenté, je le tolère très très bien. Je suis quelqu'un qui a aucun problème avec digestif, avec du pain au levain ou des choses comme ça. ouais, ouais. Euh, les patates, c'est un peu de l'intermédiaire, mais c'est pas quelque chose qui m'attire de toute façon. Mm. Donc voilà un petit peu. Et puis après, ben, je sais pas, le cycle de Randall, c'était un peu quoi ta question par rapport à ça? Bah, justement, par rapport à ça, est-ce que quand tu as réinséré des glucides, tu les as réinsérés après, bon, tu me dis que si j'ai bien compris, tu n'as pas vraiment réinséré de féculents, ou à part un peu de pain au levain ou des patates de temps en temps, mais pas de céréales fortes ou de flocons d'avoine, de céréales complètes, des choses comme ça, jamais. Non, alors bon, pour moi déjà les céréales complètes c'est une très mauvaise idée. Tous les trucs intégraux, complets, à mon Ouais, sens, c'est une arnaque de l'industrie agroalimentaire qui peut vendre plus de matière. Ça fait des milliers d'années hein, qu'on s'embête à séparer le bon grain de l'ivraie. ouais, Puis tout d'un coup ils se sont dit bon, bah, ils peuvent même pas donner ça au bétail hein, parce que ça provoque des troubles de croissance, etc. Donc ils se sont dit bon ben on va refiler ça au gogo en mettant tu vois des petites étiquettes 23 grammes de fibres et puis tu vends ça plus cher en plus. Donc c'est gagnant sur tous les tableaux pour l'industrie agro et tout le monde court dedans parce qu'on te dit il y a plus de nutriments dans l'enveloppe du grain. Ce qui est fondamentalement vrai, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a tellement de toxines et d'antinutriments que la balance est négative. Elle est ouais, largement négative, en fait. Donc voilà pour le petit aparté. Maintenant, Randall, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, et surtout dans la phase cétocarnie où tu arrives à un point où tu te dis, mais si je mélange du sucre et des graisses, je vais faire péter le moteur, quoi. et Il y a tout qui va foirer. Mes cellules, elles vont exploser, tu sais. ouais, Et puis, il y a quand même toujours eu des trucs qui me dérangeaient
alors j'écoutais, tu vois, il y a des grands experts, il y a bah, le professeur Bartke, etc., qui sont soi-disant experts de Randall. Et puis, tu te dis, mais attends, bon, déjà, le lait maternel, il contient beaucoup de sucre et de lipides. Donc c'est bizarre, hein, quand même, que qu'on produise comme ça un truc qui va faire péter le moteur, et qui va activer le cycle de Randall dans tous les sens. Euh, mais bon, ils vont te dire, oui, c'est parce qu'un bébé, il doit s'engraisser. Alors, je sais pas, moi, mes petits, ils s'engraissent, enfin, ils ont une super courbe de croissance, ils sont en pleine Ouais, forme, ils sont pas gras, hein, c'est pas c'est pas, grave. Ouais. ils sont pas dodus, quoi. Enfin, si le bébé il devient extrêmement gras, il y a un problème, hein. Et pourtant, ils mangent, ils s'en foutent de Randall, hein, je vous dis. Ils adorent les fruits et le fromage ensemble, ils adorent ça. Mais Randall, si tu veux, la compréhension, elle est très souvent erronée parce que les gens veulent regarder ce qui se passe au niveau d'une cellule et le transposer au niveau du système entier, de l'organisme. Et c'est ça qui pose problème dans la compréhension. Randall, c'est quelque chose qui est avéré, en tout cas dans le tissu musculaire, probablement dans les autres tissus qui ont les mêmes récepteurs à insuline, donc tu as le foie et le tissu gras. Probablement que là, Randall est aussi actif. Dans les autres tissus, théoriquement, Randall, il a pas forcément cet effet-là, en tout cas pas de la même manière. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ta chaîne de production d'énergie, elle est en train de transformer des lipides en énergie, eh ben, elle va vouloir continuer à faire ça plutôt que prendre un paquet de lipides et puis un paquet de glucides et puis un paquet de lipides et puis un paquet et puis ce serait pas efficace. Donc c'est un D'accord, ouais. mécanisme comme ça qui permet une meilleure efficacité de production énergétique à la base. Ça sert à ça, Randall, en partie. Ça sert aussi à d'autres choses, on va pouvoir en parler, mais ça sert surtout à ça. Maintenant, dans les faits, tu peux avoir une cellule musculaire qui est en train de brûler des lipides et qui a le cycle de Randall activé contre les glucides, en guillemets. Et juste à côté, tu as une autre cellule musculaire qui fait exactement l'inverse. Hmm. C'est impossible dans ton corps d'avoir 100% d'utilisation de lipides ou 100% d'utilisation de Ok, glucides. Ça n'est pas le cas. ça. Même si tu es sur une diète high carb, avec beaucoup de glucides, ton tissu musculaire au repos, il est en train d'utiliser des lipides. Et si tu n'en amènes pas par la diète, tu vas activer les hormones de stress pour produire Comprendre, des ouais. graisses. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que même si tu es en cétocarnie super méga adapté de tout ce que tu veux, Tu du vas moment produire tu vas de toute façon produire des glucides par néoglycogénèse parce que ton cerveau en a besoin au ouais. moins en partie à hauteur de 30-40%, même si tu as des super corps cétoniques dans tous les sens, ton cerveau n'a pas le choix que d'avoir des glucides parce que c'est le carburant le plus efficace, hein, le glucose. Donc, Randall, oui, ça existe. Maintenant, est-ce qu'il faut séparer les glucides des lipides sur un repas? À cause de Randall, non. Hmm. Maintenant, quelqu'un qui veut perdre du poids, qui a un sentiment de satiété complètement détraqué, etc., etc., pourquoi pas? Si tu sépares ces deux macronutriments, tu vas manger moins. Mais est-ce que manger moins est vraiment la solution à long terme? Je pense pas, tu vois. Je pense que c'est faire fausse route, à mon sens. Mais à ce niveau-là, ça peut être utile. Maintenant, je pense que on est câblé aussi pour aimer des repas qui contiennent Les deux. lipides et glucides en même temps, et c'est pas pour rien. Ouais. Parce qu'il y a toute une série de bénéfices à avoir les deux. Il y en a tout plein au niveau digestif déjà. C'est-à-dire que si tu as que des glucides, tu vas quasiment pas produire de bile, tu vois, au niveau de enfin, de ton foie. Ouais. Or, la bile, elle a un rôle antibactérien, etc., etc. Donc, si tu manges que des glucides sans lipides, ça peut favoriser quelque chose comme un SIBO, tu vois, typiquement. Ouais. Par exemple, c'est un exemple. Si tu mets des graisses avec tes glucides, tu vas aussi ralentir l'absorption de ces glucides. Attention, Donc, ouais. si tu es quelqu'un qui a encore de la peine à utiliser les glucides, la glycémie, elle va monter un petit peu plus doucement. Je pense pas que fondamentalement, chez quelqu'un de sain, ça joue un rôle, à mon avis. Perso, moi, le pic de glycémie me fait absolument pas peur. J'ai pas de crash derrière. Et pour le savoir, c'est simple. Si vous mangez des glucides et que vous avez un gros crash une heure ou deux après, là, il faut faire attention à ça. Ça veut dire que votre corps, il sait pas bien gérer tout ça. Et là, il faut réparer le métabolisme. Il y a un problème dans la production énergétique, il y a un problème à quelque part. Mais dans le contexte où je suis maintenant, je peux me taper 100 grammes de miel comme ça, tout seul. Je me sens bien. Une demi-heure après, je suis bien. Une heure après, je suis bien. 2 heures après, je suis bien. J'ai pas de crash. Hmm. Tu vois. Et j'ai des clients qui portent parce que c'est la mode, hein, tu sais, les moniteurs de glucose. C'est Ouais. souvent des gens qui sortent du cétocarnie. Ils ont tous leur moniteur de glucose. Puis au début, ils sont en panique. Ils me disent, ah, regarde, j'ai mangé 2 cuillères de miel avec ma viande et tout. Puis ma glycémie, elle est montée à 140. Ouais.
Oui, bon, déjà, en ce moment, tu es peu adapté aux glucides, donc laisse ton corps se réentraîner. 140 sur un pic comme ça qui dure 15 ou 20 Dramatique. minutes, c'est rien du tout, c'est pas grave, c'est normal. Ce qu'on veut voir, c'est que le pic il redescende puis qu'il se Ah, stabilise. Et ce qu'on voit en regardant justement leur courbe là, aux gens qui sont sortis comme ça du low carb ou du cétocarnie, ou du céto, hein, des fois c'est du céto tout court, leur glycémie basale, elle est plus faible depuis qu'ils ont mis des glucides. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient une glycémie dite tu sais, ultra stable. Ils vont te oui, dire que c'est voilà, ça quoi. qu'il faut. Une Ils font un ligne. truc plat. Alors, il n'est pas vraiment plat parce que tu vois qu'ils ont des pics à l'envers, en fait. Ils ont des Ouais, hypoglycémies assez fréquentes. Très souvent, c'est le cas. Donc ça, c'est pas bien non plus, hein. Quand on a une hypoglycémie, le cerveau, il aime pas. Mais bref. Donc ils avaient une glycémie peut-être à 90, 95, des fois même au-dessus de 100, hein, basale. Mais bon, ils n'avaient pas de pic, alors ils étaient contents. ouais, Maintenant, ils ont un pic à chaque repas, mais la glycémie basale, elle est à 70, 80. oui, oui. Et pour moi, c'est nettement mieux. Mais bref. Et surtout, il n'y a plus ces hypoglycémies qui les réveillaient au milieu de la nuit ou qui. Voilà. Donc c'est intéressant quand même de regarder ces valeurs. Moi, perso, je mets pas de moniteur de glucose. Je me fie aussi à mon ressenti. Euh, j'ai pas de crash là. À midi, j'ai mangé des saucisses. Donc là, j'ai fait péter Randall, hein. J'avais des saucisses Ah bah oui. de porc non, c'est du porc d'alpage. Donc c'est des graisses un peu mieux que dans du porc industriel, évidemment. Mais assez gras, avec de la compote aux pommes et du sirop d'érable. Donc là, je devrais être en train de mourir, tu vois. Randall, il devrait être en train de me tuer, quoi. Mais je te rassure que ça va bien, quoi. Tu crois que tu aurais les mêmes effets en mettant des céréales, par exemple, avec? Tu aurais fait saucisse, bacon, lard, je sais pas quoi, avec la même proportion peut-être au niveau calorique, avec Ça va des... dépendre le type de céréales, hein. De nouveau, si, parce que je le fais des fois, tu vois, on a par exemple une tranche de pain au levain que ma femme, Ouais, elle fait, avec des farines blanches ou mi-blanches sur moulin à strier, des trucs top, hein. ouais, Y a pas de problème. Par contre, l'autre fois, on était au restaurant, il y avait quasiment rien à la carte qui était à peu près joli. Je me suis dit, bon, allez, tant qu'à manger quelque chose de pas terrible, je prends une pizza parce qu'au moins c'est pas cuit c'est pas brûlé dans des huiles de colza ou ouais, ouais. je sais pas C'est pas quoi. faux. Donc j'ai pris une pizza, probablement que c'était une pâte industrielle qui contenait de l'huile de tournesol ou ce genre de choses. Et là, effectivement, alors 2 heures après le repas, Et pas ouais, bien. Mais c'est pas une question de glucides parce qu'une pizza, il y a autant de lipides que de glucides, hein. Il faut arrêter de croire que les pizzas c'est des glucides. ouais, c'est clair. Il y a tous les macros, hein. La pizza, il y a Comme la tout. raclette, hein. Il y a tout, ouais, exactement. Il y a tout, mais le problème vient d'ailleurs, en fait. Quand on me dit, ah, les cookies, c'est du sucre, les muffins, c'est du sucre. Non, c'est pas du sucre. Il y a du sucre dedans. Et évidemment, si tu passes en céto, bah, tu manges plus ces trucs. Et c'est très bien. Parce que c'est des aliments qui sont catastrophiques, mais c'est pas pour leur teneur en glucides. C'est parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont pourrables là-dedans, hein, surtout quand c'est fait industriellement, quoi. Industriel. Ah ouais. Donc, ouais, ma question, c'était ça, que tu as pu remarquer, oui, si tu manges des aliments qui sont pas de qualité, là, ce sera pas Rendel, mais ça va être, par exemple, la pizza. Bah, s'il y a des mauvaises huiles ou des aliments de mauvaise qualité, tu vas être plus fatigué, tu vas te sentir lourd Ouais. par rapport à ça. Exactement, exactement. Par contre, un aspect qui est aussi important par rapport au macro de repas ou ce genre de choses, c'est si tu fais une collation avant d'aller au sport ou si tu as un gros entraînement dans 1 heure ou 2, là, je vais peut-être faire un repas qui sera peut-être un peu plus ciblé. Donc, je vais peut-être pas mélanger justement des grosses quantités de Oui, graisse avec avec des grosses quantités de sucre, etc. En général, si je veux faire un entraînement qui soit intense, typiquement, pour un sport plutôt intense, je vais plutôt favoriser des glucides à assimilation rapide, désolé, comme des peut-être, fruits, ouais. du jus de fruits, du miel, etc., avec une source de prot facile à digérer, comme des œufs, typiquement Ouais. pour moi. Euh, Ça, ce serait un repas que je ferais avant le sport, typiquement. Alors, pas 10 minutes avant, Ou même mais non, si tu après. vas faire du trail, c'est différent, tu vois. Ou même après, ou que ce soit même pendant, tu vois, moi pendant un trail, je vais pas me dire ah ben tiens, là, ma glycémie, ben non, tu peux pas avoir d'hypo réactionnel à l'effort déjà. Donc je vais me dire, bah, au contraire, là, je vais maximiser à fond les Ouais, glucides et bien isolés. Après, c'est sûr que si je vais faire partir 12 heures, ben là, peut-être que je vais mettre des graisses, des protéines. Et puis aussi, après une séance de sport, pareil, une séance intense. Je vais pas trop me prendre la tête avec les graisses, tu vois. Je vais surtout mettre des glucides à bien un bon IGO et des prods pour récupérer, tu vois. ouais. Après, il y a une utilité, je pense,
au céto ou au fonctionnement céto, tu vois, typiquement sur des sports d'endurance où t'es pas obligé en fait de produire énormément d'énergie à la minute, on va dire. Mm. Tu dois produire de l'énergie longtemps. Et en plus, si tu bénéficies d'un aspect antidouleur, anti-inflammatoire, des hormones de stress, ça t'aide. Typiquement, moi, les mecs que je prépare, je fais un peu des petites prépas aussi pour des gens qui veulent entrer dans les forces spéciales, typiquement. Ouais, Euh, et là, on en discute, tu vois. Je leur dis, il y a un avantage. Si tu dois marcher très très longtemps, et puis ne pas avoir mal, et puis être en état d'alerte permanente, c'est un prix à payer à long terme, c'est pas top. Mais si tu arrives à surréguler ces voies-là, tu seras plus efficace dans ce type très précis et très ouais, particulier de contexte. ouais, C'est pas le contexte de monsieur et madame tout le monde qu'il y a dans la rue. Et là, dans ce contexte, évidemment, si tu as une sélection de plusieurs semaines avec énormément d'efforts de longue durée, avec, tu vois, peu à manger, etc., si avant de ça, tu as fait quelques mois où tu as travaillé ta capacité à fonctionner dans ce mode alternatif, tu seras quasiment invincible. Tu seras moins efficace sur un effort intense de courte durée, ça c'est clair. Mais dans ce contexte-là, si c'est ça ton objectif, tu es quasiment invincible. Parce que tu n'as pas le mur, en fait. ouais, bien sûr, ouais. Donc, ton cerveau, il reçoit ses corps cétoniques, il est habitué à ça, ça se passe bien. Le risque, si tu es habitué à fonctionner sur les glucides, dans ce contexte-là, c'est qu'à un moment, tu peux taper dans un mur. C'est que si Bah, tu n'as plus assez à manger pendant un moment, ouais, et que tu n'es pas habitué à switcher sur une production de corps cétonique, tu peux te taper dans le mur, et ça peut provoquer des abandons, ouais, typiquement. bien sûr. Ah Parce bah, que le cerveau, il y a un moment, il se dit, non, non, mais ah attends, ouais, c'est mort. on ne soit plus d'énergie, on arrête la machine. Bien sûr. Mais après, la problématique qui se pose, et c'est là, je dirais presque que ces deux sources, ces deux énergies sont complémentaires, c'est avec le keto ou le low carb ou l'animal based ou quoi que ce soit. Surtout bah, dès que tu es trop bas en glucides, c'est que dès que tu essayes de passer en anaérobie, c'est quand même compliqué. Quand Ouais, t'as- tiens, en anaérobie, c'est une chose, et puis même en aérobie, mais à haute intensité, tu vois. Oui, Parce que, parce que même si tu es en céto, ce qui se passe au niveau muscu, c'est pas tes muscles qui vont brûler les corps cétoniques, ouais, prioritairement. En céto, les muscles, ils s'améliorent dans leur capacité à brûler des lipides, ouais. euh, mais brûler des lipides à haute intensité, c'est beaucoup moins efficace que brûler des glucides. Ah bah, bien sûr. Les corps cétoniques que tu produis sont dirigés vers le cerveau, et ce qui se passe chez un athlète céto, et Maker l'a démontré avec son moniteur de glucose, hein. Quand tu fais un effort intense, ce que tu fais, c'est que tu suractives la néoglucogénèse temporairement Ouais. pour produire une chier de sucre au niveau de ton foie. Et ça a un coût, hein. Ça a un coût. C'est un coût Parce- physiologique énorme. voilà. Souvent, on te dit, ouais, de toute façon, ton foie, il produit tout le sucre que tu as besoin. C'est pas aussi simple que ça. Ah oui. Ça crée des déchets azotés, etc., qui sont toxiques, premièrement. Tu as une perte d'efficacité énergétique d'environ 30% si tu fais le calcul complet des ATP perdus. Ouais. Et comme il y a cette perte et que c'est peu efficace, ton corps, et qu'en plus ton corps doit aller puiser dans des tissus maigres, etc., il va réguler à la baisse des fonctions qu'il n'a pas besoin. C'est-à-dire que oui, ta capacité sur le sport en question en ce moment, elle sera maintenue, mais peut-être que Performance. la régénération de, je sais pas, ton intestin, ta production de testo La typiquement, ou je sais pas libido, quoi, elle va se réduire parce que ton corps va vouloir économiser de l'énergie pour durer plus longtemps justement parce qu'il considère que l'environnement est pas sûr, et du coup, bah, les réserves, il faut les conserver. ouais, ouais. Donc c'est ça, tu vois, c'est moi j'aime bien je suis plus dans une approche de sport hybride et c'est vrai que je peux très bien me dire bah tiens, je pète un câble, une fois par mois, je vais aller courir 12 heures, 15 heures comme ça et c'est vrai qu'à ce moment-là, je remarque, je le fais pas, je le fais plus en tout cas que si j'étais sur un mode keto ou vraiment très bas en glucides, j'aurais des avantages. Mais par contre, dès que je passe sur une séance de piste d'une heure, par exemple, où je vais faire une séance de VMA, hein, typiquement 10 fois 400, mais là, c'est hors de question que je sois low carb. Ouais, Tu vois, je sens que ça fonctionne pas du tout. Après, ce que je remarque aussi, pour rester dans le thème de l'endurance, c'est que c'est possible de favoriser et d'entraîner le corps à entrer en lipolyse, tout en continuant de lui apporter des glucides régulièrement et avoir une bien sûr, alimentation. bien sûr, Au plus tu vas l'entraîner en long, et je pense que c'est un super moyen, et beaucoup de gens restent un peu focus sur le côté je veux pas faire de cardio ou ils sont trop sédentaires. Mais pour moi, un des meilleurs moyens pour être en lipolyse tout en continuant de manger des glucides, bah, c'est l'activité physique et l'activité physique à basse intensité.
Bah, disons que ça va réguler à la hausse les hormones de stress, hein. Tu auras une production plus importante de glucagon, cortisol, adrénaline, et évidemment, ça augmente la lipolyse. Maintenant, est-ce que c'est fondamentalement bénéfique? Ça dépend de ton objectif, ça dépend de Oui, ta balance énergétique, justement. Si complètement. tu, du point de vue pro-métabolique, tu Oui, dois faire le juste niveau d'activité par rapport à ce que tu es capable en oui, ce moment. ouais. Si tu pousses la machine trop loin, tu vas pouvoir le faire. Tu vas suractiver les hormones de stress, tu vas peut-être te sentir bien, mais il y a un prix à payer. C'est-à-dire que cette énergie que tu prends pour le sport, tu l'auras pas pour d'autres fonctions. Pour autre chose, ouais. Euh, et moi, je le vois avec des clients qui avaient résolu des troubles digestifs importants, qui leur minaient vraiment la santé. Tout d'un coup, ils vont mieux, ils se disent, bah, je recommence le sport. Ouais, Et tu vois, ils partent sur 5 séances de CrossFit par semaine. ouais. 3 semaines après, ils te rappellent et puis, Ça ah, va écoute, plus. j'ai de nouveau la maladie de Crohn qui est réapparue, je comprends pas, Euh, j'ai rien changé au niveau alimentaire. non, Puis en mais t'as raison, discutant, tu dis, oui, mais ok, tu faisais pas de sport, t'es passé à 5 heures de CrossFit par semaine à haute intensité, bien sûr, stop 2 semaines. 2 semaines après, il y a à nouveau plus de problème. Ok, bien tu sûr. veux faire du sport, commence tranquille. Ton système, il doit se régénérer, il a besoin de temps. Si dès que ça va un peu mieux, tu repars à fond dedans, tu vas redégrader ses fonctions. Typiquement, la fonction digestive chez cette personne, ça peut être d'autres fonctions chez d'autres. On a tous nos points faibles, Et nos points et il forts. y a des choses qui vont lâcher avant d'autres. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est très intéressant. Nous, on a vraiment comme vision des choses la distinction entre sport santé et sport performance. Exact. Et le sport performance, j'ai envie de dire, n'est fait que pour une petite partie de la population qui peut se le permettre. C'est des problèmes de riches, j'ai envie de dire. Tu peux faire du sport performance que quand ta santé, elle est optimale, elle te le permet, que tu as le temps de le faire et que tu peux sacrifier des choses. Typiquement, tu as des enfants, tu as un boulot hyper stressant, etc. Va peut-être pas te lancer dans la préparation de l'Ultra Trail du Mont Blanc ou de la Diagonale des Fous. Reste à faire un petit semi-marathon tranquillou et puis c'est déjà bien. Ouais. Parce que Et comme il tu faut dis, être conscient aussi que quand tu fais du sport performance, où tu vas vraiment optimiser toute ta vie et le fonctionnement de ton corps ouais, pour atteindre un degré de performance dans un contexte précis, dans ton sport, tu sacrifies autre chose. ouais, Et en général, tu sacrifies ta santé générale. bien Et sûr. c'est pas pour rien que tu as chez les sportifs de haut niveau un taux de cancer qui est généralement plus élevé, tu as la maladie cardiaque, typiquement chez les coureurs de fond, en endurance extrême, tu as des maladies cardiaques qui sont plus élevées que dans le reste de la population, alors qu'en général, c'est des gens qui partaient avec une meilleure base. Parce que tu ne deviens pas sportif d'élite si tu pars Non. déjà tout de travers dans ta Ouais, jeunesse. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends des mecs qui avaient les bonnes cartes en main, et 50, 60 ans plus tard, ils n'ont plus forcément des cartes qui sont très resplendissantes. Et c'est normal. C'est qu'ils ont mis tellement d'énergie dans leur sport, et tant mieux, c'était leur passion, c'était leur objectif, c'était leur travail. Mais il faut être conscient qu'il y a un prix à payer. C'est pareil, tu étais militaire aussi. On a dû faire des choses, effectivement, qui vont bien au-delà de l'aspect santé. Je veux dire, c'était presque débile, des fois, au niveau physique, sûr. ce qu'on faisait dans Ouais, des conditions de perte de confort, tu sais, de froid, de pas assez à manger, de pas de sommeil. C'est difficile de s'en rendre compte pour des gens qui l'ont pas fait. Alors oui, on en était capable, et puis ça t'entraîne mentalement. Alors, oui, tu deviens très fort mentalement, et puis tu es capable de faire ça encore mieux la fois d'après. Mais il y a un prix à payer. bien Il sûr. y a, il y a vraiment un prix à payer derrière. Moi, C'est-à-dire je que sais. ta santé se dégrade. Exactement, je sais pas toi, hein, mais moi je me rappelle des vieux militaires, tu vois, des mecs qui avaient 20 ans de service. Les mecs étaient ruinés, physiquement, moralement. Tu vois, c'était des. Ouais. Ils attendaient qu'une chose, c'est retourner dans le civil, tu vois. Je n'en peux plus. Ils étaient prêts à accepter n'importe quel taf, mais calme Mm. et posé parce Ouais. qu'ils étaient usés. Quand tu tires sur la corde trop longtemps, tu payes un prix. Tu payes Ouais, un prix et de nouveau, le risque, c'est que les hormones de stress, elles masquent la fatigue, ouais, elles masquent la douleur, elles masquent l'inflammation. Et c'est normal. Tu vas penser que ces hormones de stress, elles ont pour fonction, tu vois, si tu remontes dans le passé, la préhistoire, etc., tu as un stress, généralement c'était ponctuel, tu as un smilodon qui te court après, je sais pas, tu as rapide. vraiment un stress aigu, tu dois y faire face. C'est pas le moment d'avoir mal à un bras, c'est pas le moment d'être fatigué, Ouais, c'est le moment, peu importe les dégâts à long terme, il faut y aller, il faut survivre à court terme. Les hormones de stress, elles servent à ça. Et on le voit au niveau physiologique, c'est-à-dire que les hormones de stress comme le cortisol, l'adrénaline, le glucagon vont maintenir une production énergétique mitochondriale, même s'il y a trop d'oxydation dans les mitochondries. Donc on est prêt à faire péter le moteur
pour produire de l'énergie. Mais ça marche à court terme. Si tu fais ça trop longtemps, tu payes vraiment un prix. Et c'est hyper important de le comprendre. Fonctionner sur hormones de stress trop longtemps, tu payes un prix tôt ou tard. Et là où c'est vicieux, c'est que quand tu arrêtes de payer, quand tu arrêtes de tirer sur la corde, tu peux ressentir une fatigue vraiment intense parce que tout d'un coup, les niveaux d'hormones de stress diminuent, tu ressens la douleur, tu ressens l'inflammation, tu ressens la fatigue que ces hormones te masquaient. Et tu te dis, mince, ça va pas. Je vais reprendre mes douches froides, mon sport à jeun, mon jeûne intermittent, mon low carb. Comme ça, tu recaches le Ouais. truc, tu Cache-misère. tires encore sous la corde un petit moment. Mais il y a un prix à payer à un moment donné. Il y a un Ouais. prix à payer, il faut en être conscient, c'est vraiment important de le comprendre pour les gens. Et je dis ça en ayant moi-même joué avec l'hormèse et tout ça Bien beaucoup trop sûr, longtemps, moi hein. le premier, je suis d'accord. Et tu vois, la problématique que nous on rencontre en coaching avec les femmes, c'est justement ça. C'est que déjà, elles ont une charge mentale énorme, plein de choses à gérer, donc elles sont déjà full hormones de stress. Plus comme tu dis, elles viennent du jeûne intermittent, du low carb, des régimes. Chez les femmes, c'est encore plus prononcé, hein, elles sont en restriction cognitive. Puis elles ont les enfants à gérer, des choses comme ça. Et elles essayent de faire autant de sport que les influenceuses qu'elles voient qui n'ont pas du tout la même vie qu'elles et dont c'est le travail. Tu vois, la nana, elle voit sur Instagram le matin, elle se réveille. Son job, c'est de faire ses séances et puis elle fout plus rien de la journée où elle gère son business assise, tranquille. Mais en tout cas, elle n'a pas la même vie, elle n'a pas d'enfants, on peut pas comparer. Et puis elle a peut-être des rentrées d'argent qui sont différentes, donc elle n'a pas le stress lié à l'insécurité financière. Tout ça, c'est des petits détails, mais qui sont énormes. Elle a peut-être une femme de ménage, tu vois, on peut pas se Ouais, comparer. Et exactement. c'est pour ça que nous, on insiste énormément sur le fait, avec nos clientes, de modérer l'activité physique et de ne pas essayer de reproduire ce qu'elles voient sur leur réseau. Ouais. Ouais, c'est exactement aussi vers ça que j'amène les gens avec le programme pro-métabolique que j'ai, c'est Ouais, de peser cette balance énergétique. c'est ça. Et si on n'arrive pas à augmenter la qualité de la production énergétique, ou si ça prend, on y arrive, mais ça prend du temps. Et si tu vois que la balance, elle est complètement défavorable, tu dois réduire la demande sur le système. C'est ça. Ça peut être de la demande cognitive, Ouais, c'est-à-dire que dans ton temps libre, plutôt qu'aller écouter un podcast en chinois que tu viens d'essayer de maîtriser, puis qui te fait brûler le cerveau tellement il doit chauffer, et bah, tu vas lire un petit roman en français tranquille, tu vas avoir une activité tranquille, tu vois. Si tu es très stressé dans ton travail, etc., il faut trouver des solutions pour abaisser le stress. Le multitasking, c'est extrêmement stressant, ça augmente de beaucoup la demande énergétique sur le cerveau. Et après, il y a tout l'aspect physique, c'est-à-dire que si la balance énergétique, elle est catastrophique, moi j'ai des gens, ils sont au bout du rouleau, mais ils vont encore à 22 heures, après avoir couché les gamins à la salle la nuit, courir sur un tapis de course pour perdre du poids. ouais, Après, ils n'arrivent pas à dormir jusqu'à 3 heures du mat, puis ils doivent se lever à 6 heures. Et là, il faut arrêter. Là, ça devient catastrophique. Les gens ne comprennent pas que l'énergie à disposition dans l'organisme, elle est limitée. ouais, On a une certaine capacité à la produire. Alors, bien sûr, on peut réparer, on peut favoriser la production énergétique d'une manière ou d'une autre. On peut gagner un petit peu à ce niveau-là. Mais il y a un moment, tu as tant d'énergie à disposition, tu as des fonctions vitales que tu peux pas diminuer sinon tu meurs, hein. Ton cœur doit continuer à battre, tu dois continuer à te chauffer à plus de 35 degrés ou 34 degrés, sinon il n'y a plus rien qui fonctionne, etc., etc. À côté de ça, tu as les stress sur l'organisme, tous les stress externes, le fait de faire du sport, le fait de réfléchir, de t'occuper des gamins, tout ce que tu fais dans la vie, c'est des demandes externes qui sont des stresseurs fondamentalement. Et ensuite, tu as l'énergie résiduelle que tu peux utiliser pour les fonctions non vitales. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est ta libido, c'est la régénération de ton intestin, la régénération de ta peau, c'est la réparation de ton épaule que tu as un petit peu abîmée il y a une semaine au sport, etc. Et s'il n'y a plus d'énergie pour tout ça, parce que tu as tout utilisé pour courir sur un tapis, eh ben, tu vas te dégrader, tu vas dégénérer. Et il y a un moment, tu pourras plus courir sur le tapis. Et c'est extrêmement important de comprendre qu'on doit laisser de l'énergie à l'organisme pour qu'il puisse se régénérer, se retaper, etc. Et si la production énergétique, elle est foireuse, il faut réparer. Le problème, c'est que tu as aujourd'hui des gens qui mangent beaucoup ou qui mangent, des fois même pas beaucoup, mais comme la production, que les cellules ne sont pas capables de produire de l'énergie, de transformer le carburant, lipides, glucides en énergie, le carburant, il est redirigé vers le tissu gras. ouais, Les cellules n'ont toujours pas d'énergie. Donc des cellules qui n'ont pas d'énergie, qu'est-ce qu'elles font? Elles génèrent du stress et elles génèrent un signal de faim. Et ça, c'est bien étudié, hein. Il y a des cellules au niveau du cerveau et du foie. Si elles n'ont pas assez d'ATP, d'énergie, elles génèrent un signal de faim.
qui est plus puissant que la leptine. Typiquement, on parle de résistance à la leptine, tout ça. La résistance à la leptine, c'est rien d'autre que ça. S'il n'y a pas assez d'énergie dans ces cellules, tu auras faim. Hmm, Donc les gens, ils ont des fringales, ils mangent, ils prennent du poids parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser le carburant, à le convertir en énergie. Et ils sont dans un cercle comme ça, bien où sûr, ouais. tout ce qu'ils mangent, ils le convertissent en graisse. Ah ouais, non, mais c'est complètement ça. Tu as très bien résumé. Tu penses il y a pas qu'un travail alimentaire à faire, alors? Ah, moi je pense que la santé, c'est une approche holistique. Je pense que Ouais, l'alimentation, elle a une grosse base qui est importante, mais il y a de nombreux autres points qui sont importants, je pense et qu'on sous-estime. Tu sais, l'impact de la lumière, déjà la lumière naturelle, les ouais, infrarouges, les ultraviolets, tout ça, c'est encore peu étudié, enfin, quoique c'est étudié, mais peu connu, j'ai envie de dire, et on sait que ça joue un rôle dans la production énergétique. Il y a le rythme circadien, il y a bon, la qualité du sommeil, évidemment, qui est liée à tous ces facteurs. Il y a tout l'aspect électromagnétique que moi je maîtrise pas bien, mais je pense que ça joue un rôle et on le voit petit à petit que ça joue un rôle. Donc évidemment, il y a beaucoup d'autres aspects. Il y a le fait déjà de casser la sédentarité, tout simplement. Euh, ouais. donc effectivement, la santé, elle se prend au sens large. Tu as tous les polluants, les toxines qu'on se met sur la peau, qu'on se met, tu vois. On Quelqu'un gère, qui fait pas attention, il se badigeonne le corps toute la journée de cosmétiques euh, de crème solaire, de qui sont œstrogéniques en plus. shampoing. Ouais, Exactement, crème solaire dès que tu sors, hein, du coup, tu as même plus l'effet UV qui est très important au niveau production énergétique. On met des lunettes de soleil dès qu'il y a un peu de soleil, du coup, ben, notre cerveau, il comprend plus où il est. Enfin, il y a tout cet aspect qui est vraiment... enfin, tous ces aspects sont importants dans l'image générale. Après, c'est vrai que moi, je me concentre plutôt sur l'aspect nutritionnel, mais je tiens compte de tout ça, en tout cas dans ma vie et dans mes coachings aussi. Ouais. ouais, bien sûr, ouais. Mais c'est vrai que on a ce côté avec avec le biohacking, où j'ai l'impression que parfois on met tous nos espoirs, entre guillemets, sur le biohacking ou sur la nutrition, mais on ne change pas les vrais problèmes qui provoquent le stress. Ça peut être le mari ou le conjoint ou la conjointe qui est la source du problème, ou le travail, etc. Mais c'est vrai que si on ne change pas, si on ne fait pas ces modifications, malheureusement, le biohacking, la nutrition, mettre une lumière rouge, c'est pas ça qui va changer, Ouais. qui va faire la Bah, différence. je pense qu'on doit mettre en place les conditions qui permettent au bio, donc à nous, à notre corps, de fonctionner. Tu sais, on a une perte de confiance dans l'organisme humain Mm. ou dans le vivant, fondamentalement. Mais l'organisme humain, il essaye de fonctionner le mieux qu'il peut. Il n'est pas programmé pour s'autodétruire ou pour faire des trucs qui sont stupides. Je veux dire, si quand tu es stressé, tu as envie de sucre, c'est pas pour rien. C'est Bien que ton sûr. cerveau, il est en train de cramer beaucoup de sucre et que du coup, pour maintenir la capacité du cerveau à fonctionner, on est attiré vers le sucre. Le problème, c'est que dans notre société, on est attiré vers des aliments qui contiennent beaucoup d'autres choses malsaines. Si tu manges une cuillère de miel ou tu manges une Oui, orange, c'est pas la même chose que si tu bouffes excuse-moi, mais si tu manges des muffins ou des cookies industriels bourrés d'huile de colza oxydée. Tu vois, c'est pas du tout pareil. Et, et je pense que, tu vois, tout l'aspect biohacking et tout, en fait, c'est d'essayer de contourner le problème pour moi. ouais. Euh, Comme si on pouvait faire mieux, nous, avec les piètres connaissances humaines qu'on a de physiologie, parce qu'elles sont encore ce qu'elles sont. On est très loin d'avoir compris Moi, tout ouais. ce qui se passe, très, très, très loin. C'est empirique en fait ce qu'on fait. Ouais, exact. Ouais, puis au mieux, enfin, il y en a, c'est même ultra réductionniste, c'est-à-dire qu'ils Ouais. vont aller regarder, ok, il y a l'AMP kinase qui est élevé dans telles conditions, donc c'est bien, donc je vais faire en sorte d'élever mon AMPK d'une manière ou d'une autre. Ok, tu peux l'élever en buvant du mercure. Elle va s'élever aussi, ton AMPK, parce que c'est une hormone d'adaptation quand il y a un problème. Ouais. C'est un exemple, tu vois. Le biohacking, moi, je m'en méfie un peu à ce niveau-là. Ça peut-être que, disons que ça peut obliger ton corps à aller dans une direction que toi, tu as choisie pour des objectifs précis alors que lui, il n'avait pas envie. Ouais. Pour ça, tu peux peut-être l'utiliser. Je te donne un exemple. Si mes gamins, ils me réveillent toute la nuit pour X raisons, et puis Ouais. que le lendemain, j'ai un podcast à tourner avec toi à 8 heures du mat. Là, je vais me biohacker pour être à peu près en forme parce que j'ai rien Oui. dormi. Là, exceptionnellement, je vais me faire ma douche froide et mon hyperventilation cyclique, Ouais. comme je faisais de manière stupide à l'époque, en chronique tous les jours. Bah là, je vais le faire ponctuellement une fois pour être Ouais, ça sous va te hormones de poser quoi. stress, au Ouais. taquet pour le podcast. Mais l'après-midi, je vais payer ma dette. Alors, j'ai Oui. la chance d'être indépendant, etc. Si je peux, je vais lever le pied. Pendant un jour et demi derrière, je vais faire tranquille. Je vais payer ma dette.
parce que j'aurais tiré sur la corde et je vais payer tout de suite après ma dette. Ouais. Alors qu'à l'époque, j'aurais fait quoi? Bah, tu vois, avec l'attitude militaire et tout, ok, Ah bon, oui, oui. euh, j'envoie, quoi. J'envoie, j'ai pas besoin de me reposer. Effectivement, on n'a pas besoin tout de suite. Mais bon, tu Mais payes un après, ouais. prix, quoi. Et par rapport à ce que tu me dis sur le plan de ton alimentation, puis par rapport à tes conclusions que tu as actuellement, que j'ai cru comprendre, au final, ton alimentation, c'est, t'as des glucides, tu m'as dit 40% de glucides, tu as des bonnes protéines, des protéines animales, des bonnes graisses, etc. Ça ressemble un peu à un paléo finalement. Alors, il y a des grosses différences avec le paléo, parce que dans le paléo, tu auras beaucoup d'oléagineux puis de légumes à feuilles vertes, que moi je Ouais, considère comme des aliments de piètre qualité pour l'être humain. Je considère ça comme des aliments de secours plutôt, ou des aliments qu'on va consommer très occasionnellement pour donner du goût, tu vois, c'est de la garniture pour moi. ouais, Ou alors des aliments de secours. Euh, la base de mon alimentation, c'est vraiment les produits animaux, ceux que tu ouais, tolères bien, avec ouais. si possible un bon équilibre entre le tissu collagéneux puis le tissu musculaire. Les fruits de mer sont tip top, typiquement, jaune d'œuf, etc., si tu les tolères bien. Et avec ça, j'aurais plutôt les végétaux à faible toxicité, principalement les fruits, Hmm, c'est- c'est-à-dire ce qu'une plante produit pour qu'un mammifère comme nous, on les consomme afin de disséminer les graines, donc les fruits sucrés. ouais, Je me méfie un petit peu plus des petites baies acides qui sont faites pour les oiseaux. On n'est pas forcément aussi bien adapté à ça. Et certains légumes à faible toxicité pour nous, c'est généralement des légumes fruits comme les courgettes, les courges, les pâtissons, etc., qu'on va en général assez bien tolérer. Je vais enlever les graines et généralement enlever la peau. Et j'ai aussi certains légumes racines, comme la carotte typiquement. moi, j'allais Euh, te dire, la carotte, qu'est-ce que t'en penses qui passe bien en général chez beaucoup de personnes? ouais. Bah, la carotte, elle est intéressante parce qu'elle augmente la motilité, elle va capturer des trucs comme les oestrogènes Oestrogène, ouais. et la sérotonine dans l'intestin et puis Ouais, l'éliminer. Euh, Elle a quelques vertus comme ça intéressantes, la carotte. Ça contient aussi des glucides, donc du carburant, ce qui est intéressant. Maintenant, il faut faire attention avec la carotte dans une situation, mais c'est bien de l'entendre, c'est que chez des gens qui ont des gros troubles métaboliques ou des gros troubles thyroïdiens, donc qui ont vraiment une hypothyroïdie assez marquée, l'excès de bêta-carotène, donc ça ouais, concerne aussi les patates douces et d'autres végétaux, ouais, peut amplifier fortement l'hypothyroïdie. Parce que les bêta-carotènes ont besoin de la fonction thyroïdienne pour être convertis en rétinol, en forme active, euh, et ça utilise de l'hormone thyroïdienne. ouais, Donc tu as comme ça un cercle vicieux qui peut être néfaste. C'est pas quelque chose d'extrêmement fréquent, enfin quoique, aujourd'hui il y a beaucoup d'hypothyroïdie non ouais, diagnostiquée, hein, parce qu'on fait que des TSH, et ça veut pas dire grand-chose. Mais il faut quand même l'avoir entendu. Donc, la carotte, typiquement, bah, l'idéal, c'est en salade de carottes avec du vinaigre et puis de la graisse de coco, typiquement. Une petite quantité, c'est pas le genre de truc à manger. C'est pas quelque chose que je vais manger, tu vois. C'est ouais. pas la base de mon alimentation. Une C'est un petit à énorme. côté de temps en temps, tu vois, de temps en euh, temps. Donc voilà un peu la base de ma diète, quoi. Après, je suis pas, comment dire, je suis pas un zélé de la diète. De temps en temps, je vais me manger un truc qui sort de ma diète, je vais pas mourir. Je vais mettre une échalote dans une sauce qu'on fait pour notre viande. Je ouais, vais pas manger une salade d'échalotes, tu vois, de 300 grammes. Par contre, une petite échalote pour donner du goût, euh, oui. ouais, Je vais utiliser certaines épices et aromatiques pour le côté antibactérien et antiparasitaire, typiquement. Ça, c'est aussi un truc hein, du côté carnique, il faut avoir conscience, c'est que quand tu manges plus aucun végétaux, et oui. euh, tu as le problème parasitaire qui augmente largement. Et chez les animaux carnivores, le taux de parasites est très élevé, hein. C'est 80 à 95% selon les espèces, hein, les félins, etc., qui sont parasités. Regarde les Et chats, tu les voilà. vermifuges, Et c'est bête, même hein. ces animaux s'auto-médiquent Ok, avec des végétaux super, ouais, antiparasitaires. bien sûr. Donc le mec qui est trop dogmatique dans son carni, puis qui se dit, ouh là là, tu vois, l'orthorexie, tu vois, il y a des Hum, toxines là-dedans, donc je vais pas manger du tout de gingembre ou de, je sais pas, tu vois, même une infusion de gingembre, je vais pas toucher, je vais jamais mettre un petit peu de thym dans ma sauce, parce qu'il y a des toxines, oui, mais ces toxines, dans ta situation, elles peuvent être bénéfiques. Pourquoi? Parce que le prix à payer, il est plus élevé d'avoir des parasites installés que tu le m'étonnes. petit impact minuscule qu'auront ces toxines chez toi, d'autant plus que tu vas pas forcément les absorber et puis qu'elles auront un impact uniquement au niveau intestinal qui sera globalement positif. Ok, ça marche. Bah écoute, est-ce qu'il y a des choses que tu vas encore nous partager, des choses peut-être qu'on n'est pas allé assez en profondeur, assez loin?
Bon, on pourrait parler des heures, hein, de toute Ah façon. ouais, ça fait quoi, Il y une a heure et plein de demie? choses qu'on n'a pas forcément abordées. C'est vrai que là, on a parlé bon, bah, de mon approche un peu ancestrale, pro-métabolique. J'ai Ouais. aussi fait beaucoup de travail sur les oxalates, une toxine Oui, je voulais particulière, t'en mais parler, ça. Ouais, ouais. Et c'est un vaste sujet, hein. C'est une des seules toxines qu'on trouve facilement dans l'alimentation de nos jours et qui s'accumule. Et ouais, c'est pour ça qu'elle est particulière, mais c'est un sujet qui prendrait quand même pas mal de temps pour en parler. En tous les cas, moi, j'ai conçu un programme pour accompagner les gens qui ont des problèmes avec ça, pour nettoyer les dépôts, etc. C'est très intéressant, hein. Je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour des proches, et puis maintenant j'ai pas mal de recul avec des clients. Et c'est quelque chose qui est fait depuis maintenant bien plusieurs décennies dans le monde anglo-saxon. Et si vous avez des problèmes chroniques, typiques, ça peut être plein de choses, hein, articulaires, hypothyroïdie, vulvodynie chez les femmes, ça concerne beaucoup, beaucoup de choses. Et ça peut être lié justement à des dépôts de cette toxine. C'est un aspect qu'on sous-estime. Et comme ça commence à venir sur le devant de la scène dans le monde francophone, tu vois sortir du bois des gens qui vont regarder le truc pendant une demi-heure et puis qui vont te dire oui, non, mais en fait, c'est pas grave parce que si, parce que ça. C'est un sujet beaucoup plus complexe qu'il y paraît, hein, les oxalates. Pour avoir passé quelques, je pense, milliers d'heures sur le sujet, il faut fouiller un petit peu pour se rendre compte de qu'est-ce qu'il en est. Mais gentiment, je pense qu'on va en entendre de plus en plus parler dans le monde francophone. Et il commence à y avoir des gens très respectables qui se posent là-dessus et c'est très bien. Ouais, c'est très bien. ok, ça marche, Christian. Bah, je pense qu'on a fait un bon gros tour par rapport à tout ça. De toute façon, les gens peuvent te suivre sur tes réseaux. Toi, c'était Nutrivore, hein, c'est ça? Le nom de ton Nutrivore.ch, mon podcast. site internet, puis là, il y a le lien vers tous mes réseaux, Ouais, je Instagram, mettrai tout j'ai une ça. chaîne YouTube, et puis ouais, Ouais, ouais. Et puis, on a une communauté aussi sur le mode de vie ancestral, avec d'autres thérapeutes aussi. Ouais, ouais, de toute façon, je te dis, t'as bien- déjà pas mal d'interviews de toi sur les réseaux. Donc, en tapant ça, Nutrivore ou Christian, ton nom, on trouve assez facilement. Même sur tes réseaux, tu l'affiches. Donc voilà, je pense qu'il y a de quoi faire. ouais, super, mais en tout cas, merci pour l'invitation, puis pour la discussion, Avec grand plaisir. et puis ben, au plaisir pour une autre fois, si jamais. Avec grand Si ça plaisir. intéresse les gens. Ouais, carrément. Mettez en commentaire, en tout cas, les amis, bah, peut-être si vous avez des questions pour Christian pour la prochaine fois éventuellement. Et comme ça, on aura aussi des sujets sur lesquels se diriger. Voilà, voilà.